Ici Satou. En 29 ans de vie, je n'ai jamais songé à devenir le genre de personne qui sauve les gens. J'ai mené une vie totalement exempte d'aspiration à devenir un héros ou un sauveur, mais apparemment, je ne peux pas m'en passer dans un monde parallèle. C'était notre 4e jour depuis notre départ du fort et notre 14e jour dans la baronnie de Munau. Il s'était passé beaucoup de choses ces 4 derniers jours. Des villageois affamés nous ont attaqués à 3 reprises. Nous avons géré ces affrontements comme d'habitude, donc rien de bien particulier à signaler. De véritables bandits professionnels nous ont également poursuivis. Ils ont dû dépouiller des chevaliers, car les 2 chefs étaient vêtus d'impressionnantes armures intégrales, armés jusqu'aux dents et montés sur des chevaux de guerre. Ce fut une chance pour nous, car il nous fallait plus de chevaux pour pénétrer dans la vaste forêt. Nous avons récupéré leurs 2 montures après nous être occupés d'elles. De plus, bien que la rivière longeant la route soit à sec en aval, elle nous a fourni de l'eau en abondance une fois remontée. Alors que nous campions au bord de la rivière, des monstres poissons, comme des mangeurs volants et des kelpies, nous ont attaqués. Le danger ne s'est pas arrêté là. Alors qu'elle puisait de l'eau dans la rivière, Pochi s'est fait mordre les fesses par un poisson ressemblant à un piranha. Ce n'était pas venimeux, mais comme ce n'était pas un monstre, j'ai mis du temps à m'en occuper. Une potion magique l'a guéri immédiatement, mais Pochi est resté éloigné de l'eau pendant un certain temps. J'ai continué à surveiller le démon à Munau City. Il avait augmenté le nombre de ses doubles de 1 à 8, et ils déambulaient tous dans les villes. De temps en temps, le démon lui-même s'aventurait dans la zone vide sous le château, mais il revenait rapidement sur la carte, ses PV et sa magie étant épuisés. Le cœur de la ville se trouvait probablement quelque part là-dedans, donc je suppose qu'il essayait, en vain, d'en prendre le contrôle. Lors de mes observations, j'ai remarqué quelque chose d'inquiétant, le démon pouvait échanger instantanément la place de ses doubles. Heureusement, l'échange coûtait beaucoup de magie, il ne pourrait donc probablement pas le faire trop souvent. Si je devais le vaincre, je devrais d'abord me débarrasser des doubles. Autre point important, le groupe de demi-gobelins dont j'avais entendu parler. Il n'y avait que quelques colonies lors de ma première vérification, mais leur nombre avait augmenté. 2 jours auparavant, la population totale avait plus que décuplé. Cependant, la plupart d'entre eux étaient de niveau 1, si bien que la population a rapidement diminué de moitié, nombre d'entre eux étant dévorés par les monstres et les bêtes des environs. À ce rythme, il n'en resterait plus assez pour représenter une menace pour l'armée du comte avant longtemps. Nous prenions alors une pause déjeuner sur le lit asséché de la rivière, près de l'intersection entre la route principale et la route secondaire menant à la forêt. Lisa et Nana préparaient la cuisine, Mia et Arisa installaient la courte pointe et le kotatsu, et Lulu lavait les légumes dans l'eau que j'avais récupérée. Tama, Pochi et moi nous occupions de nos chevaux, anciens et nouveaux. Il commençait à faire froid, alors j'ai pensé qu'une fondue chinoise serait un bon déjeuner pour aujourd'hui. Les ingrédients étaient la viande d'un oiseau à 2 têtes qui nous avait attaqués en chemin, une généreuse portion de champignons et du chou. Le village que nous avions visité ce matin-là cultivait beaucoup de choux, alors j'avais échangé une partie de notre nourriture contre du chou. Il était un peu plus petit et plus jaune que le chou que j'avais mangé au Japon, mais l'écran de réalité augmentée indiquait que c'était du chou, donc il n'y avait pas de discussion. Pochi et Tama avaient fini de s'occuper des chevaux, alors je les ai chargés d'arracher les plumes des ailes de l'oiseau à 2 têtes après sa saignée. Ils ont mis la carcasse dans un grand sac pour que les plumes ne volent pas partout et se sont mis à plumer avec une grande concentration. La créature était considérablement plus grande que 2, la plumer était donc un travail difficile. Une fois le kotatsu installé, Mia l'a aidé à préparer les légumes, et Arisa apporta de la magie pour réchauffer l'espace sous la table avant de venir me consulter sur la meilleure façon d'assaisonner la fondue. Je pense que le miso devrait être bon pour l'assaisonnement, mais le problème, c'est comment faire le bouillon. C'est vrai, on n'a pas non plus d'algues ni de flocons de bonite séchés. On avait acheté du miso et de la sauce soja dans une épicerie fine de Seiryu, donc ça ne posait aucun problème. Au contraire, je regrettais de ne pas avoir acheté de riz à ce moment-là. D'habitude, ce n'était pas grave, mais je ne voulais pas de fondue sans riz. Bon, il y avait apparemment beaucoup de riz au duché d'Ugosh, alors il fallait juste que je pense à en faire provision. Lisa pencha la tête en nous observant tous les deux. Maître, ne pourrait-on pas simplement faire bouillir les os de l'oiseau à 2 têtes pour créer le bouillon? Ah oui, je suppose que c'est comme ça que Lisa prépare le bouillon pour ses ragoûts. Comme on préparait une fondue chinoise, j'étais obsédée par l'idée d'un bouillon japonais. Ouais, on s'en tient à ça pour l'instant. J'ai hoché la tête d'un air entendu vers Lisa, comme si je le savais depuis le début. Arisa semblait vouloir dire quelque chose, mais je l'ai ignoré ostensiblement. Allez, maître, les ailes sont toutes plumées, monsieur. Tama et Pochi ont joyeusement brandi l'oiseau sans plumes pour obtenir mon approbation. Waouh, il est parfaitement plumé. Bravo, oui, merci, monsieur. Pochi a ricané et a remué la queue avec enthousiasme tandis que je lui caressais la tête.
Quand j'ai caressé Tama, sa queue s'est redressée et elle a appuyé sa tête contre ma main. Pendant que je les adorais toutes les deux, Lisa s'est mise à séparer la viande, les os et les entrailles de l'oiseau. Les viscères de cet oiseau étaient en fait les ingrédients d'une potion de récupération d'endurance. Au lieu de les manger, je les ai donc rangés. J'ai mis la marmite sur le feu avec un peu d'eau, puis j'ai ajouté les os que Lisa avait extraits pour faire bouillir le bouillon. Ça a commencé à sentir un peu bizarre, alors j'ai ajouté des herbes pour rehausser le parfum. Nana était chargée de retirer la viande et l'écume qui se détachaient des os, car elle était particulièrement douée pour les tâches répétitives. Son visage était trop inexpressif pour être déchiffré, mais elle semblait se régaler. Comme le bouillon se conservait indéfiniment en réserve, nous avons fini par le produire en masse dans 2 grands chaudrons. Des raviolis au poulet, moi aussi, j'en veux. Arisa a agité la main avec insistance. Je suppose que c'est un incontournable des fondues chinoises. Bonne idée, tu sais comment les faire, au fait? Hein? On ne mélange pas simplement du poulet haché avec d'autres ingrédients et on en fait des boulettes? Ouais, c'est justement autre chose dont je parle. C'est bien de faire des demandes, mais j'aimerais qu'elle se souvienne comment préparer ce qu'elle demande de temps en temps. Vu ce que j'avais appris au cours de mon voyage, la farine et les œufs seraient un bon compromis pour faire tenir la garniture. Pendant que Mia coupait minutieusement les champignons en fines lamelles, je travaillais à côté pour mélanger le poulet haché avec la farine et les œufs oranges que nous avions récupérés dans la forteresse. Grâce à ma compétence cuisine, j'ai pu préparer une garniture respectable pour les raviolis. Le système de compétences était vraiment pratique. J'ai chargé Arisa de produire les raviolis en masse. C'était sa demande, alors je me suis dit que c'était la moindre des choses. Techniquement, on aurait pu verser la garniture directement dans la soupe à la cuillère, mais la façonner en raviolis à l'avance, c'était toujours comme ça dans ma famille. Lulu et Lisa ont séparé la viande de volaille en 2, celle de ce soir et celle de plus tard. C'était trop pour tout manger d'un coup. L'absence de marmite en terre cuite a quelque peu gâché l'image traditionnelle de la fondue chinoise, mais nous avons simplement versé du bouillon dans notre marmite habituelle, puis ajouté les autres ingrédients, du plus lent au plus rapide. Enfin, nous avons ajouté la chair de l'oiseau à 2 têtes, semblable à celle d'un canard, et avons mis le couvercle sur la marmite. Il ne restait plus qu'à attendre que tout soit bien cuit, mais à ce moment précis, un point est apparu sur mon radar, indiquant une personne normale. La carte m'a indiqué qu'il s'agissait d'une jeune femme de 19 ans, de niveau 2, sans aucune compétence. Son état était affamé, un niveau inférieur à la famine. J'ai d'abord cru qu'elle était partie à la recherche de plantes sauvages, mais un coup d'œil à son nom m'a indiqué qu'il se tramait autre chose. La jeune fille s'appelait Karina Munot, la fille de l'actuel baron Munot. Que faisait-elle toute seule dans une forêt peuplée de bêtes et de monstres? Peut-être fuyait-elle ses fiançailles avec le faux héros. Tout cela sentait mauvais. J'étais tentée de laisser tomber, mais je ne supporterais pas la culpabilité si je laissais cette fille errer seule dans les bois. Alors, que faire maintenant? Bouillonnant? Ça sent bon, monsieur. Ignorant mon dilemme, Pochi et Tama étaient assis près de la marmite, leur excitation grandissant à l'odeur des ingrédients qui mijotaient. Il faudrait encore un moment avant que ce soit prêt, cependant. En vérifiant à nouveau mon radar, j'ai vu que la jeune femme avait immobilisé son corps et que son état indiquait désormais inconscient. Elle ne semblait pas blessée, mais sa magie et son endurance étaient au plus bas. Elle n'avait même aucune compétence magique, alors qu'est-ce qui avait bien pu lui épuiser ses PM? Je ne pouvais certainement pas l'abandonner. Je suppose que je vais devoir aller à la rescousse. J'ai un autre problème, je reviens tout de suite. Désolé, mais pouvez-vous venir aussi, Pochi et Tama? Oui, sire. Bien reçu, monsieur. Les 2 enfants essuyèrent leur bave et lancèrent un salut. D'après eux, c'était la pause du « oui, monsieur. Maître, si vous envisagez d'exterminer un monstre, permettez-moi de vous accompagner. » Maître, permission de partir? Lisa et Nana saisirent leurs armes, mais ce ne serait pas nécessaire. Non, je ne vais pas me battre. Je pense que quelqu'un est en difficulté dans le coin, alors je vais l'aider. Sur ce, je me dirigeai vers la forêt, suivi de Pochi et Tama. Contrairement à la zone boisée que nous avions traversée jusqu'à présent, cette zone était couverte d'un épais sous-bois qui rendait la marche difficile. La visibilité était également mauvaise, à cause de la densité des arbres. Nous devions être sous le vent du camp, car l'odeur de la marmite mijotée me chatouillait les narines. Du coup, un concert de grognements, tel un grognement animal, s'échappa du ventre des 2 filles bêtes. Fin, l'homme estomac n'est pas très patient, monsieur. Bon, le pot-au-feu devrait être prêt à notre retour, alors attendons-le avec impatience, d'accord? Oui, j'ai hâte, monsieur. Tout en discutant, nous atteignîmes l'endroit où la jeune fille était censée se trouver. Il y a quelque chose ici? Ça brille, monsieur. Comme Pochi l'avait dit, la jeune fille se trouvait à l'intérieur d'une barrière semblable à un cocon, d'un blanc pâle. Peut-être était-ce un effet de lumière,
mais la barrière semblait constituée d'écailles ovales brillantes. Elle n'avait aucune compétence pour cela, donc la barrière provenait probablement de l'objet bleu brillant qu'elle portait au poignet. La femme portait une fine cape et des bottes de cuir à lacets, idéales pour l'équitation. Je ne la voyais pas bien sous la cape, mais sa tenue semblait digne d'une noble. Ses cheveux blonds foncés débordaient de sa capuche, et derrière elle, je pouvais apercevoir un visage qui aurait tout à fait sa place dans un film français. Elle n'était pas de taille face à Lulu, mais ses traits n'avaient rien à envier à ceux d'Arisa et de Mia en termes de beauté. Pour être tout à fait honnête, c'était une beauté. N'y touchez pas, d'accord? Ça pourrait être dangereux. Bien reçu. Oui, monsieur. Pochi et Tama laissèrent tomber à contre-cœur les brindilles qui servaient à tâter le cocon. Bon, je pouvais difficilement la sauver si elle était protégée par la magie. Et maintenant, j'ai touché la barrière pour voir, et la zone a émis un léger tintement comme une cloche claire. Le segment en forme d'écaille s'est détaché. C'est juste pour les apparences, alors? Hard? C'est solide, monsieur. Pochi et Tama n'étaient pas d'accord avec mon commentaire. Je leur avais dit de ne pas y toucher, alors ils s'étaient contentés de frapper dessus en rythme avec leurs épées courtes au fourreau. J'ai mis un terme à cela et j'ai démonté suffisamment la barrière pour récupérer la femme à l'intérieur. Qui êtes-vous? La voix solennelle et masculine semblait provenir de la bouche de la jeune fille. L'espace d'une seconde, je me suis demandé si j'avais sauvé une drag queen, mais les lèvres de la belle n'avaient pas bougé d'un pouce. La voix venait de plus bas. Je glissais mes bras sous elle et la couchais sur le dos. Magique. Quelque chose d'incroyable apparut devant mes yeux. Tu n'es vraiment pas un homme ordinaire, si tu as brisé ma barrière si facilement. La même voix me parvint aux oreilles. Magique. Même si je savais que c'était la réalité, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Je vais te le redemander. Qui es-tu? Oui, c'était le genre de spectacle qu'on ne s'attend à trouver qu'en 2 dimensions. Magique. Des seins magiques. Sous mes yeux se trouvait une paire de seins qui dépassait toute imagination. Une expression comme « gros nichon » ne leur rendrait même pas justice, ils étaient comme des fusées. Réponds-moi, mon garçon. La voix de l'homme, maintenant un peu agacée, répéta sèchement à mon oreille. Oups, je suppose que j'ai été un peu distrait. Je croyais que ça n'existait que dans la fiction. Un pendentif en argent incrusté d'une gemme bleue brillait sur sa poitrine. C'est sans doute de là que venait la voix. D'après mon écran de rat, c'était une sorte d'outil magique. S'il était apparu dans un jeu, il aurait probablement été appelé « objet intelligent ». Mais au lieu de spéculer davantage, je m'adressai directement au pendentif. Oh, pardon, je n'ai jamais vu d'objet parlant auparavant, alors j'ai été surpris. Très bien, je m'appelle Raka, et vous n'avez pas besoin de me parler formellement. Ô puissant, je vous implore de protéger ma maîtresse. Ce Raka avait 5 fonctions: percevoir le démon, percevoir la malveillance, percevoir la puissance, accorder l'augmentation de la force et accorder la résistance à la douleur. Il était classé comme un artefact légendaire. Vu la couleur de la lueur lorsqu'il parlait, je me demandais s'il était fait du même bleu que celui utilisé pour créer les épées sacrées. Devriez-vous vraiment confier cela à un inconnu dans la forêt? Je possède un don appelé « perception de la malveillance ». Je ne détecte aucune intention malveillante de votre part. Je dois maintenant dormir un moment pour accumuler de la puissance magique. Veuillez prendre soin de Dame Karina. D'accord, laissez-moi faire. J'ai hoché la tête pour le rassurer, et la lumière bleue du pendentif a disparu avec soulagement. Bon, on rentre. D'accord. Le pocho vous attend, monsieur. Je fis signe à Pochi et Tama, qui tapotaient la poitrine de mademoiselle Karina avec une expression étrange, et glissais mes bras sous son dos et ses genoux pour la soulever. Le soi-disant portage de princesse. Elle était étonnamment lourde, pour une taille à peine supérieure à la mienne. Ou peut-être que c'était juste dû au poids supplémentaire de sa poitrine. Quand j'ajustais ma prise pour améliorer mon équilibre, ces fusées se déplacèrent contre ma poitrine. Je retournai au campement d'un pas tranquille. C'était uniquement par souci du confort de la jeune femme évanouie, bien sûr. Il n'y avait aucune arrière-pensée. Bon retour, maître, merci. Arisa me salua tandis que je me frayais un chemin à travers les forêts pour retourner au campement. Les autres enfants arrêtèrent de préparer la vaisselle sur le kotatsu et coururent vers moi aussi. Alors, c'est la personne perdue. C'est une autre femme, monsieur RRR. Arisa et Mia boudèrent, remarquant probablement la beauté de mademoiselle Karina ou son impressionnante poitrine. Avec un pincement au cœur lorsque sa poitrine s'écarta de la mienne, je déposai mademoiselle Karina sur les fourrures que Lisa et Nana avaient étalées par terre. Oh là là, quelle armure! Tu crois que c'est du faux? Ce sont les vrais, je te jure. Dis donc, Nana, même si vous êtes toutes les deux des filles, c'est quand même impoli. Je frappai Nana sur le crâne avant qu'elle ne puisse presser brusquement le torse de la femme inconsciente. Pendant ce temps, Lulu retira la capuche de mademoiselle Karina pour arracher les mèches de sa frange et essuyer la saleté de son visage. Bouclé?
Elles sont toutes ondulées, monsieur. Cette fois, Tama et Pochi tâtonnaient les mèches blondes qui s'étaient échappées de sa capuche. Alors, non seulement elle a des seins énormes, mais elle est blonde en plus? Ça fait beaucoup trop de traits de caractère distinctifs. Si en plus, c'est une de ces mignonnes filles froides, mon siège de première épouse légitime est peut-être en danger. Danger. Mia acquiesça sérieusement, approuvant la remarque absurde d'Arisa. Qui appelles-tu, première épouse? Je ne veux plus entendre parler de ça avant au moins 10 ans. Je doute qu'elle se réveille avant un moment, alors autant manger pour l'instant, ai-je suggéré, et tous les estomacs ont gargouillé à l'unisson. Pour les encourager malgré leur gêne, j'ai allumé un peu de magie dans le simple réchaud du kotatsu et j'ai posé les 2 casseroles dessus. Nous avions choisi d'en utiliser 2 pour que tout le monde puisse y accéder facilement. Dès que j'ai soulevé le couvercle, un arôme de canard mijoté s'est répandu dans l'air. Ça sent bon. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour savourer l'odeur, car la bave qui coulait des bouches de Pochi et Tama nous aurait tous noyés. Pour une raison inconnue, je me suis retrouvée chargée de distribuer les plats à chacun, alors j'ai veillé à mettre une bonne variété de légumes, de boulettes de poulet et de viande dans chaque bol. La portion de Mia ne comprenait que des légumes, bien sûr. Avec le « merci pour le repas », d'Arisa comme signal habituel, nous avons commencé à manger. Vous pouvez tous vous resservir, d'accord? Chaud, les boulettes de viande ripostent, monsieur. Tama et Pochi se sont remplis les joues de boulettes de viande, puis ont écarquillé les yeux et ont soufflé rapidement, le bouillon brûlant leur brûlant la bouche. C'est vraiment délicieux. Lisa hocha la tête de satisfaction en mâchant un morceau de volaille à 2 têtes. Tous les ingrédients sont aussi délicieux, maître, je vous félicite. Le chou absorbe vraiment la saveur du bouillon. C'est délicieux. Votre cuisine est vraiment incroyable, maître. À chaque fois qu'elle goûtait un nouvel ingrédient, Nana et Lulu ne tarissaient pas d'éloges. Mais en réalité, c'est mon talent en cuisine qui est exceptionnel, pas moi. Courge. Mia prit un morceau de courge avec ses baguettes, qui ressemblait à du tofu, et le mâcha avec délice. C'était l'un de ses plats préférés ces derniers temps. La courge avait un goût totalement différent du melon d'hiver que j'avais mangé autrefois. Le chou avait un goût plus prononcé que d'habitude, alors il valait mieux ne pas supposer que tous les légumes étaient identiques ici. Je me suis dit que la meilleure approche était de cuisiner avec plein d'ingrédients différents et d'apprendre à les connaître au fur et à mesure. Miam. Remarquant le plaisir de Mia, les autres enfants, qui avaient hésité à goûter ce légume étrange, commencèrent à le goûter aussi. Pas plus de 10 boulettes par personne, vous deux. Arisa décréta aux filles bêtes qu'elle serait notre juge autoproclamée de la fondue. Tama et Pochi, qui s'apprêtaient toutes deux à prendre des boulettes de viande dans la marmite, s'arrêtèrent aussitôt. Elles devaient en prendre leur 11e. Furtivement, je glissai les 2 boulettes que j'avais gardées dans leur bol. Youpi, merci, monsieur, bon sang, vous allez les gâter. Je souris en réponse à la réprimande maternelle d'Arisa et dévorai un champignon mûr à la place. Ça sent bon, un murmure à moitié délirant vint de Dame Karina. Posant mon plat sur la table, je m'approchai d'elle. Tu es réveillée, un homme? La jeune femme à moitié endormie se leva d'un bond et me décocha un coup de pied circulaire. Franchement, je pense qu'un recul, ou au mieux une gifle, aurait été plus approprié dans cette situation. Je n'essayais même pas d'esquiver. Vu qu'elle s'était évanouie de faim il y a peu, la direction était évidente. Oh, j'ai le vertige. Mademoiselle Karina semblait sur le point de s'évanouir à nouveau, alors je la rattrapai et la guidai doucement vers la table. La jeune femme s'agitait dans mes mains, mais il était facile de la maîtriser dans son état de faiblesse. Lâche-moi, comme si elle était une personne totalement différente de l'individu énergique d'il y a quelques instants, Mademoiselle Karina rougit et trembla dans mes bras. Peut-être était-elle androphobe? Calmez-vous, s'il vous plaît. Raka m'a demandé de vous protéger. Monsieur Raka l'a fait? À ce nom, elle cessa de résister. Vous utilisez « M » pour désigner votre propre équipement? C'est exact. Je suis Satou, marchande. Je m'appelle Karina. Karina Munot, la seconde fille du baron Munot. Apparemment timide ou nerveuse, Mademoiselle Karina balbutia en se présentant. Pourtant, révéler ouvertement qu'elle était la fille du baron me semblait extrêmement risqué, compte tenu de la situation actuelle sur le territoire. Peut-être avait-elle une raison précise? Alors, vous êtes noble, Dame Karina? Je guidai Mademoiselle Karina vers le kotatsu et lui proposai une place entre Nana et Lulu. Elle commença à s'asseoir, mais s'arrêta en voyant Tama et Pochi. J'ai d'abord pensé qu'elle était réticente à s'asseoir près des hommes bêtes, mais son comportement était étrange. Un peuple à oreilles d'animaux. Serait-ce toi qui es un héros, par hasard? Mademoiselle Karina se retourna pour me regarder de nouveau, la voix s'élevant comme celle d'un enfant excité. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis qu'un humble marchand ambulant, répondis-je, cherchant une explication à sa surprise. Vraisemblablement, un peuple à oreilles d'animaux faisait référence aux gens à oreilles de chien comme Pochi et aux gens à oreilles de chat comme Tama, entre autres.
À bien y penser, Nadi, de l'épicerie de Serious City, avait mentionné que le premier héros avait des gens à oreilles d'animaux dans son groupe. Mademoiselle Karina le savait probablement et en avait conclu que je pouvais être un héros. L'estomac de la jeune femme gargouillait, alors je mis de la nourriture dans un bol et le lui tendis. Pensant qu'elle ne savait pas se servir de baguette, je lui tendis une fourchette et une cuillère. Je ne sais pas si cela conviendra à un noble comme toi, mais tu devrais manger quelque chose d'abord. Ça sent bon, je n'ai jamais vu une cuisine pareille. Sur ma suggestion, Mademoiselle Karina coupa sa viande en petits morceaux et en porta un morceau à sa bouche. Sans surprise, les manières à table de la fille du baron étaient très raffinées. Ses yeux s'écarquillèrent et elle se couvrit la bouche de la main en mâchant vigoureusement. Elle devait apprécier. Après l'avoir avalé d'un trait, elle ouvrit enfin la bouche pour parler. C'est incroyablement délicieux. Je suis ravie que ça vous convienne. Il y en a plein d'autres, alors servez-vous. Mademoiselle Karina hocha la tête, les joues légèrement roses, puis retourna joyeusement à son repas. Observant son élégante étiquette, Arisa et Lulu commencèrent aussitôt à manger plus poliment. J'ai l'impression qu'il est un peu tard pour ça, mais faites comme vous voulez. Idéalement, des nouilles et du gruau de riz accompagnaient mieux la fondue chinoise, mais comme nous n'en avions pas sous la main, nous avions préparé du porridge de blé avec le bouillon de la marmite. Hurrah, tellement rassasiés, monsieur. Ayant mangé à leur faim, Pochi et Tama se laissèrent tomber sur le dos et soupirèrent de contentement. Mais Lisa ne perdit pas de temps pour leur assigner la tâche suivante. Bon, il faut commencer à ranger. Bien reçu. Oui, monsieur. Ils se relevèrent d'un bond et, avec les autres enfants, portèrent la vaisselle. Pendant qu'ils s'occupaient de ça, je décidai de m'enquérir de la situation de Karina. Lulu préparait du thé, alors j'en offris une tasse à Mademoiselle Karina. S'il vous plaît, prenez du thé. Oh là là, c'est du thé bleu vert, n'est-ce pas? Mademoiselle Karina accepta la tasse avec joie. Peut-être parce que nous avions partagé un repas, elle s'était suffisamment détendue pour avoir une conversation normale. Tiens, ça fait 2 ans que je n'ai pas bu de thé bleu vert. 2 ans? Cela semblait étrange, ce n'était pas comme s'il ne pouvait rien importer ici. Quel bonheur! Entre ceci et ce délicieux repas, vous devez être plutôt riche. Vraiment? J'étais riche, certes, mais les ingrédients de la nourriture provenaient principalement de produits locaux, donc ils ne coûtaient pas plus cher qu'un repas ordinaire. Mais bien sûr, c'était un repas plus luxueux que celui servi au château. Vous êtes sûr? Nous n'avons utilisé aucun ingrédient particulièrement précieux. Autant que je me souvienne, le repas que nous avons mangé en tant qu'invités au château du comte Serious était bien plus extravagant. Notre territoire est en pleine famine. Si le baron pouvait se permettre le luxe en un temps pareil, il aurait du mal à affronter le peuple. Ainsi, nos repas au château se composaient principalement de soupe aux haricots et de patates douces. J'étais impressionnée qu'elle puisse se constituer un tel coffre avec un tel régime, mais elle semblait dire la vérité. Si le seigneur du pays était vraiment si honorable, alors la seule explication à la corruption des hauts fonctionnaires et des soldats devait être que le démon de l'enfer complotait quelque chose en coulisses. Au fait, que faisiez-vous dans la forêt? Mademoiselle Karina avait l'air un peu gênée lorsqu'elle ouvrit la bouche pour parler. J'espérais parler aux géants qui vivent au plus profond de la forêt pour leur demander de l'aide, mais je crains de m'être égarée. J'ai pensé qu'il valait mieux sauter au sommet d'un arbre, mais... Elle a dû utiliser la fonction « accorder une amélioration de force » de Raka. S'aventurer en territoire inconnu sans carte m'a semblé une stratégie imprudente, cependant. De quoi vouliez-vous parler aux géants? J'espérais leur demander de l'aide pour vaincre un démon de l'enfer, répondit Mademoiselle Karina d'une voix claire. Le démon s'est déguisé en magistrat et en faux héros, et mon père et ma sœur aînée sont complètement dupés. Alors, monsieur, Raka et moi sommes partis dans la forêt dans l'espoir de rencontrer un géant capable de vaincre le démon. Elle pensait sérieusement que les géants s'attaqueraient à un démon simplement parce qu'un inconnu le leur avait demandé? Non seulement elle était excessivement honnête, mais cette jeune femme était extrêmement réservée. Dame Karina, vous en avez trop dit. Raka se réveilla pour me donner un conseil brutal. Alors, vous êtes réveillé, monsieur Raka. Le pendentif de Mademoiselle Karina clignota en bleu. Pardonnez-moi, mais je dois vous demander de garder secret ce que l'on vient de vous dire. Bien sûr, je ne le dirai à personne. La requête de Raka fut assez facile à accepter. Vous avez toute ma gratitude, puissant. Raka m'avait aussi appelé, puissant, lorsque je les avais trouvés. Il savait probablement que j'étais fort grâce à cette fonction de perception de la puissance, même si je me demandais quelles informations précises cela lui apportait. Puissant? Effectivement, vous êtes puissant. J'ignore quel est votre niveau, mais vous êtes suffisamment fort pour que Madame Karina ne puisse vous vaincre, même avec mon amélioration de force. Dans ce cas, peut-être que ce monsieur pourrait vaincre le. Ne lui demandez pas l'impossible, Dame Karina. Il est peut-être fort, mais il n'en reste pas moins un être humain.
Les seuls humains capables de vaincre un démon sont ceux qui sont choisis comme héros ou une poignée d'hommes qui ne se conforment pas à l'entendement commun. Ma compétence, impassible, me permit de répondre par un simple sourire, mais intérieurement, j'étais perplexe. Le démon sur ce territoire n'était qu'un démon des enfers inférieur de niveau 40, n'est-ce pas? Le géant que j'avais vu sur ma carte était de niveau supérieur à 30, alors je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il exagérait un peu. Peut-être que sa compétence, perception des démons, lui permettait simplement de détecter la présence d'un démon, et non de déterminer sa classe. Après tout, elle ne semblait pouvoir juger de la puissance qu'elle de la force de Dame Karina. Sir Satou, si vous êtes marchand ambulant, sauriez-vous où se trouve le village des géants? Je n'y suis jamais allé, mais j'ai une vague idée du chemin. Dans ce cas, y a-t-il une chance que vous puissiez me guider? Dame Karina joignit les mains d'un air suppliant devant son incroyable poitrine, terriblement persuasive. J'allais hocher la tête involontairement, mais Arisa m'interrompit. Un merci serait apprécié. Oui, bien sûr, je vous récompenserai certainement. Dame Karina comprit mal sa déclaration, et Arisa haussa les sourcils. Non, non, vous n'avez même pas encore remercié mon maître de vous avoir sauvé lorsque vous vous êtes évanoui dans la forêt, n'est-ce pas? Ah! Dame Karina resta sans voix. Comme je m'en doutais, elle avait dû tout simplement oublier. Je suis terriblement désolée. Je vous remercie sincèrement pour votre aide, ça. Monsieur. Changeant rapidement d'attitude, Dame Karina tint les pans de sa jupe dans une révérence très noble. Derrière elle, Tama et Pochi imitèrent aussitôt son geste en pinçant le bas de leurs pantalons larges. Les bras toujours croisés, Arisa hocha la tête d'un air suffisant. Elle serait une bonne mère quand elle serait grande. Oh, ne t'inquiète pas. Je me levai et m'inclina. J'avais déjà vu un jeune noble faire ça dans un film. Plus grand que compétence acquise, étiquette, quant à ta demande, nous allons au village des géants. Veux-tu te joindre à nous? Tu es sûr que ça te va? Oui, une personne de plus, ce n'est pas grave. J'ai pris une décision plus ou moins unilatérale, mais aucun des enfants n'a émis d'objection. Quelques-uns semblaient un peu effrayés par les mensurations de Dame Karina, mais au moins ils étaient prêts à accepter que la voyageuse se joigne à nous. Kia! Mademoiselle Karina bondit en poussant un cri, puis s'écroula au sol jusqu'à s'écraser contre un arbre. C'était le genre de chute à faire pâlir d'envie n'importe quel jeune acteur comique, mais grâce à la barrière écailleuse de Raka, elle était complètement indemne. Lorsque l'équipe d'avant-garde avait commencé son entraînement après le repas, comme d'habitude, Mademoiselle Karina avait annoncé qu'elle souhaitait participer. Cependant, elle ne parvenait pas à se contrôler sous l'influence du renforcement de force de Raka, et elle ne cessait de s'écraser et de brûler. Comme elle n'avait pas enlevé sa robe pour participer, sa jupe se relevait sans cesse, révélant ce qu'il y avait en dessous, d'une manière très peu distinguée. Cependant, comme elle portait un caleçon long, le sous-vêtement standard de ce monde, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Karina, vous allez bien, madame? Tama et Pochi se précipitèrent vers Mademoiselle Karina, allongée la tête en bas dans les racines de l'arbre, et l'observèrent avec inquiétude. Elle n'était pas très douée pour se souvenir des noms, alors Mademoiselle Karina leur avait permis de l'appeler simplement par son prénom. J'appelais Lulu, qui regardait l'entraînement avec Arisa et Mia. Lulu, pourrais-tu prêter des vêtements de rechange à Dame Karina? Oui, bien sûr. J'aurais suggéré ceux de Lisa ou les miens, mais j'ai pensé que le torse était peut-être trop serré sur la silhouette de Mademoiselle Karina. Acceptant les vêtements, Mademoiselle Karina dit quelques mots à Lulu et lui tourna le dos. Apparemment, elle ne pouvait pas se déshabiller sans aide. Lulu commença immédiatement à l'aider, alors je me retournai rapidement. J'aurais aimé qu'elle fasse preuve d'un peu plus de modestie en présence d'un homme. Qu'est-ce que c'est? Tu ne vas pas apprécier le spectacle? Arisa. Mia, toujours sensible à ce genre de remarques, lança un regard accusateur à Arisa. Une fois l'opération terminée, je me retournai. Le t-shirt était sur le point d'exploser au niveau de la poitrine. Il n'y avait pas assez de tissu pour tout couvrir, alors le bas du t-shirt était remonté, exposant son nombril. Gênée, Mademoiselle Karina tira vigoureusement sur l'ourlet, ce qui ne fit que tirer ses seins vers le bas, ce qui la rendit inconfortable. Satou, si tu aimes tant les seins, regarde ça. Arisa et Mia avaient remarqué que mon regard errait, attiré comme des aimants, et les deux filles s'accrochèrent pour me brouiller la vue. La poitrine osseuse d'Arisa se pressait douloureusement contre moi. Finalement, tandis que ma vue était bloquée, Mademoiselle Karina enfila le haut de pyjama ample de Nana. J'ai pris soin de mémoriser le spectacle spectaculaire de tout à l'heure. Vraiment, c'est dommage que mon menu n'ait pas de fonction capture d'écran. Ça, tu ne participes pas à l'entraînement? Mademoiselle Karina s'est approchée de moi, reprenant encore son souffle. Son front en sueur et sa voix haletante étaient plutôt sexy. J'aurais été tentée de la draguer si elle n'était pas la fille d'un baron. Elle n'arrêtait pas de m'appeler par mon nom, puis, gênée, elle s'en tenait à « toi ».
Lisa a dit que le membre le plus fort du groupe, c'est toi, ça. Tu aurais peut-être l'amabilité de me faire un petit combat? Bien sûr que je peux. Je me suis levée et me suis dirigée vers le lit asséché de la rivière où les filles s'entraînaient. En chemin, j'ai ramassé un caillou et je l'ai lancé. Pas sur mademoiselle Karina, bien sûr. Le caillou entra en contact direct avec un kelpie mi-cheval, mi-poisson, qui commençait à émerger de l'eau dans le lit presque asséché de la rivière, et la créature disparut dans un petit geyser. Pochi et Tama, qui avaient remarqué le kelpie, baissèrent leurs sabres d'entraînement en bois avec soulagement. Maintenant, on commence? J'adressai un sourire radieux à mademoiselle Karina, encore abasourdie par la soudaine séquence des événements. T'es très bien, c'est parti. Bien que ses mouvements fussent clairement amateurs, elle fonça sur moi d'un coup de pied sauté en hauteur. Ce mouvement semblait tout droit sorti d'un jeu de combat, mais comme je l'avais vu l'utiliser à l'entraînement avec les autres filles, j'ai pu l'esquiver assez facilement. Malgré tout, elle était rapide. Sa vitesse était comparable à celle de Pochi. HMPH, tu as peut-être esquivé celle-là, mais je ne fais que commencer. Mademoiselle Karina laissa des traces dans le lit de la rivière en dérapant jusqu'à l'arrêt brutal, puis souleva un nuage de poussière en m'attaquant une seconde fois. Cette fois, c'était un coup de pied circulaire volant, mais je me suis accroupie pour l'éviter. Levant les yeux, j'ai vu que l'élan emportait ses seins magiques dans une danse dynamique, comme s'il était des créatures à part entière. Mon Dieu, tes mouvements sont tout simplement trop fluides. S'est-elle plainte? J'avais franchement peur qu'elle se déchire les ligaments de la poitrine, mais elle ne semblait pas souffrir. Peut-être que les fonctions de résistance à la douleur ou d'augmentation de la force de Raka entraient en jeu. Au fond de moi, je chantais les louanges du pionnier qui avait créé Raka. Quel merveilleux appareil! Mademoiselle Karina a ponctué son cri de frustration d'un coup de pied tombant, alors j'ai esquivé sur le côté. Comme toutes ces attaques étaient si spectaculaires, il était facile de l'éviter tant que je ne me laissais pas distraire. Cependant, nous n'irions nulle part si je les esquivais sans cesse, alors j'ai décidé d'encaisser l'un de ces assauts de front. Cette fois, Miss Karina me chargeait d'un coup de coude. J'ai donc amorti le coup d'un seul mouvement et coupé son élan comme si je l'avais prise dans du coton. C'était un coup assez puissant, comparable à la lance de Lisa. Je ne m'attendais pas à une telle force de la part d'un adversaire de niveau 2. Apparemment, l'augmentation de force de Raka lui avait ajouté environ 5 niveaux. Je suppose qu'un artefact comme celui-là devait conférer des buffs incroyables. J'étais impressionné, mais maintenant qu'elle n'avait plus d'élan, il était facile de la rejeter. Mademoiselle Karina roula sur le lit de la rivière avec un petit couinement mignon. Grâce à la protection de la barrière défensive blanche de Raka, atterrir sur la surface rocheuse ne lui ferait aucun mal. Pourtant, elle semblait trop hébétée pour se lever, alors je m'approchai d'elle et lui tendis la main. Vous allez bien, dame Karina? Je vais parfaitement bien. Évitant ma main, mademoiselle Karina se releva précipitamment, méfiante. J'étais un peu blessée, mais avec son état d'agitation et sa voix tremblante, ce n'était pas tant qu'elle me détestait particulièrement, mais plutôt qu'elle était trop préoccupée par les hommes en général. Elle avait sans doute mené une vie protégée, peut-être avait-elle simplement peur des microbes. Elle n'a pas cherché à changer de tactique après cela, continuant à se jeter sur moi avec des attaques directes et des coups spéciaux, que j'esquivais ou paraissais. Au bout d'un moment, cela ressemblait moins à un entraînement qu'à un exercice. Dame Karina, vous ne pourrez pas vaincre un adversaire doué en esquive si vous continuez à utiliser des techniques aussi audacieuses. Maître a raison, madame. Vous devez briser leur défense avec des petits mouvements, puis les achever avec un grand mouvement, madame. Pochi a complété mon conseil. Je crois que Lisa lui avait déjà appris quelque chose dans ce sens. Des petits mouvements? Mademoiselle Karina était plus maladroite que Pochi. Elle essayait d'utiliser des feintes et des balayages du pied, mais c'était si évident que sa défense était encore plus bancale qu'avant. De toute évidence, quelqu'un comme moi, qui s'appuyait toujours sur ses compétences, n'avait aucun talent pour entraîner les autres. Désolée, Lisa, mais pourriez-vous prendre le relais pour lui apprendre? Laissez-moi faire, maître. J'ai transmis mon rôle d'instructeur à Lisa et je suis retournée observer. Dame Karina, Pochi et moi allons faire une démonstration de combat. Nous commencerons sans utiliser de petits mouvements, puis nous les incorporerons plus tard. Veuillez examiner attentivement les mouvements de Pochi. Pochi, veuillez combattre plus lentement que d'habitude, afin que Dame Karina puisse les suivre. Ouah, une servante m'a dit que l'eau chaude était réservée au matin à cause du prix élevé du bois de chauffage, alors je suppose qu'ils n'ont pas dû utiliser ce genre de choses. Ça a l'air d'une vie difficile. Pourtant, si la servante considérait même le bois de chauffage comme cher, le démon ou des bureaucrates devaient détourner la majeure partie des recettes fiscales. J'ai rechargé le chauffage au sol du wagon et, tout en travaillant, j'entendais les voix joyeuses des autres se laver à l'eau chaude. Je me suis rendu compte avec un peu de regret que j'aurais dû me préparer un bain en plein air au bord de la rivière.
Il faudrait que je m'en occupe à notre retour du village des géants. Une fois tout le monde rafraîchi, j'ai fait mon lit avec le kotatsu et j'ai couché tout le monde. De l'intérieur du wagon, j'ai entendu un cri de mademoiselle Karina. Mon Dieu, le plancher est chaud. Je n'aimais pas être laissée de côté, mais je me suis dit que je ne pouvais pas partager un lit avec la fille d'un baron. Comme je m'intéressais au renforcement des équipements, ce soir-là, je me suis assis à côté des enfants de garde et j'ai parcouru les documents de Trasayuya. Apparemment, fabriquer ce genre d'équipement nécessitait une mise en place aussi complexe que celle des épées sacrées, mais j'ai remarqué quelque chose en examinant les matériaux. Tous ces processus semblaient s'avérer très difficiles pour empêcher le circuit magique de s'effondrer pendant la forge ou la coulée. Comme il me semblait avoir les moyens de fabriquer le circuit magique qui constituait la première étape, j'ai utilisé l'épée sacrée Excalibur pour couper une épée d'entraînement en bois en deux et j'ai essayé d'y graver le circuit. Je n'ai obtenu ni compétence ni titre, mais j'ai réussi à fabriquer une imitation d'épée magique assez facilement. Il était bien plus facile d'imprégner d'énergie l'épée magique en bois qu'une épée en bois ordinaire. Des circuits complexes auraient été impossibles, mais il était assez facile d'intégrer des circuits simples comme ceux-ci pour en améliorer la résistance ou la durabilité. J'ai terminé 2 épées ce soir-là, l'épée magique en bois et l'épée sacrée en bois. Une fois chargée, la première émettait une lumière rouge, tandis que la seconde en émettait une bleue. Je suis sorti et j'ai trouvé un monstre fantôme pour tester les épées en bois. J'ai découvert qu'elles possédaient toutes deux la même puissance que l'épée en mithril trouvée dans la forteresse. Au retour, je les ai essayées sur un monstre ordinaire, mais elles se sont brisées. Elles ne seraient utiles que sur des monstres sans forme corporelle, qui ne seraient pas affectés par les armes ordinaires. Elles étaient cependant de bons conducteurs de ma compétence, l'âme enchantée. Ce n'était pas particulièrement utile pour moi, car je pouvais utiliser l'âme enchantée, même avec des bâtons ou du bout des doigts, mais cela pourrait être utile pour entraîner l'avant-garde. À l'aube, j'ai pu terminer 3 nouvelles épées magiques en bois pour les filles afin qu'elles puissent s'entraîner. C'était le matin de notre 15e jour dans la baronnie de Munno. Après nous être réchauffés avec une soupe, nous sommes partis dans la grande forêt, enveloppés d'une brume matinale glaciale. Au fait, j'avais rangé notre calèche à l'entrepôt à distance pour que personne ne la remarque. J'étais au moins certain que Raka et mademoiselle Karina n'avaient rien remarqué lors de son départ exubérant. Nous descendions la route secondaire sur 6 chevaux. Nana et Lisa montaient chacune seule les chevaux de guerre que nous avions confisqués aux voleurs. Mademoiselle Karina montait l'un des chevaux que j'avais achetés à Sedum City, car elle était une cavalière expérimentée, tandis qu'Arisa et moi montions l'autre. Enfin, les 2 chevaux que nous avions achetés avec la calèche à Serious City transportaient Mia et Lulu sur l'un, et Tama et Pochi sur l'autre. Tama n'avait pas beaucoup d'expérience en équitation, mais Effie et Ri, les chevaux de la calèche, étaient étrangement intelligents. Ils obéissaient scrupuleusement à ses ordres, franchissant les arbres abattus et évitant les ornières comme si leurs cavaliers étaient des jockeys chevronnés. Il y a bien plus d'obstacles et de montées que je ne le pensais. Normal. Mia répondit aux plaintes d'Arisa avec indifférence. Elle essayait probablement de faire croire que c'était normal sur un chemin forestier. Maître, regardez, monsieur. C'est une proie, monsieur. Pochi avait repéré un oiseau de montagne à travers les arbres. Ça ferait l'affaire pour le déjeuner, je supposais. Sortant un arc court de son étui près de la sacoche, je visa et abattis l'oiseau. Hurrah, monsieur! Pochi sauta du cheval que conduisait Tama et fila vers l'oiseau abattu comme un chien de chasse. Un beau tir. Il semble que ce ne soit pas seulement tes compétences en arts martiaux qui soient excellentes, hein? Simplement parce que j'ai eu un bon professeur. Je caressai la tête de Mia en répondant aux paroles admiratives de mademoiselle Karina. Pour cacher sa gêne, Mia se mit à jouer de la flûte de roseau, ses joues rosissant. Notre première journée se termina sans aucune rencontre avec un monstre, et nous campâmes au bord d'une petite rivière. Nous avons sorti les outils nécessaires du petit sac de garage que j'avais trouvé dans la forteresse et avons commencé à installer le camp. Comme nous allions devoir l'utiliser assez souvent devant mademoiselle Karina et Raka, j'avais décidé d'utiliser celui dont j'hésiterais le plus à me séparer au cas où la noble exigerait que je le lui remette. Cependant, c'était une précaution inutile. Ah bon, je vois que vous avez un sac magique. Il y en avait plusieurs chez nous aussi. Lorsque nous avons sorti les courtes pointes et les kotatsu du sac de garage, sa réponse a été nonchalante. La famille du baron Munno avait vendu ses sacs de garage pour récolter des fonds, mais il n'était apparemment pas un outil magique rare parmi les grands marchands et les riches aristocrates. Oh, mon Dieu, ce bureau est chaud à l'intérieur. C'est le kotatsu qui l'a surprise. Karina, venez, c'est la partie chaude, madame. Mademoiselle Karina passa la tête dans le kotatsu, avec Tama et Pochi, contemplant la lumière rouge du circuit magique. Soyez polis, les réprimandai-je, tout en constatant que la taille de mademoiselle Karina était aussi sexy que sa poitrine.
Arisa, toujours aussi espiègle, choisit ce moment pour lui tapoter les fesses, si bien que la jeune noble se cogna la tête contre la table et poussa un cri. Heureusement, Arisa s'excusa dès que mademoiselle Karina en ressortit, le visage rouge et les yeux humides, ce qui m'évita d'être accusée à tort d'être une perverse. Karina, vous pouvez aussi aider, madame. Mademoiselle Karina, à l'abri, était assise dans le kotatsu pendant que nous installions le campement, mais Tama et Pochi la saisirent par les bras et la tirèrent. Vous oseriez insinuer que je devrais faire le travail des domestiques? Ouais, pas de travail, pas de nourriture, madame. L'idée de se passer de nourriture a suscité une expression dramatique de choc chez Miss Karina, et elle a rapidement participé à l'installation du camping avec les conseils utiles de Pochi et Tama. Nous avions préparé des sandwichs le matin même pour le déjeuner, alors j'ai demandé à Lulu de m'aider à préparer du poulet de montagne rôti comme plat principal pour le dîner. Maître, j'ai préparé la viande. C'est bien ça? Oui, c'est parfait. Je peux toujours compter sur vous pour un travail minutieux. J'ai accepté la volaille préparée des mains de Lulu, farcissant la cavité d'herbe et de dur là où les organes avaient été retirés. Après avoir enduit l'extérieur d'une sauce soja, j'ai placé la volaille dans un four à vapeur magique que j'avais fabriqué à Sedum City. La volaille était assez grande, donc elle rentrait à peine. Comme on ne voit pas l'intérieur, on va devoir se fier à la température extérieure du four et au bruit de la viande pour déterminer le temps de cuisson. Il commence à faire plus chaud. Lulu tenait sa main au-dessus du four carré, l'air sérieux. Il n'y a pas encore de bruit. Cette fois, elle colla son oreille au four en faisant son rapport. S'il te plaît, ne mets pas ton visage contre le four, Lulu, tu risques de te brûler. D'accord. Je suis désolée, même si elle se brûlait, on pourrait probablement la guérir avec une potion magique, mais laisser les beaux traits de Lulu être ternis, ne serait-ce qu'un instant, serait une perte immense pour le monde entier. Au bout d'un moment, de la vapeur s'échappa du four, accompagnée d'un agréable parfum. Pochi et Tama, ainsi que mademoiselle Karina, contemplèrent la vapeur avec excitation. En les observant toutes les trois, même moi, j'avais hâte que le repas soit terminé. Quand Mia et Arisa revinrent de la cueillette des herbes, le dîner était prêt. Nous avons eu de la chance qu'il soit terminé avant que la bave de Pochi et Tama n'inonde le campement. Faisant semblant de ne pas voir le petit filet qui menaçait de s'échapper de la bouche entrouverte de mademoiselle Karina, je déposai la volaille vapeur sur un grand plat. Lisa se chargea de la découper et de servir la viande et les légumes dans les assiettes de chacun. Merci pour le repas. À l'appel d'Arisa, tout le monde s'exclama en chœur. Merci pour le repas. Et le dîner commença. Merci pour le repas. Voyez-vous, chez moi, on... Arisa commença par une longue explication en réponse à la question de mademoiselle Karina, mais j'étais plus intéressée par la viande vapeur, alors je ne lui prêtais pas attention. Le goût était léger et peu gras, comparable à celui d'un poulet teriyaki cuit au four de haute qualité. Un peu déçu, je pris une bouchée des légumes finement coupés. C'était délicieux. Le gras de l'oiseau de montagne et la saveur des légumes se mariaient à merveille avec la subtilité de la sauce. L'association des légumes avec le poulet donnait encore plus de saveur. J'ajoutai un peu de poivre, car l'assaisonnement était un peu léger, et le résultat fut un piquant divin. Désormais, tous les oiseaux de montagne seraient la priorité absolue. Je fis part de mes découvertes et de mon poivre au reste du groupe, et ensemble, nous fûmes au paradis des gourmets. Après le dîner, mademoiselle Karina tenta de faire la vaisselle, mais après avoir cassé sa 5e assiette, Lisa la rétrograda à des tâches plus sûres, comme essuyer la table avec Arisa. Arisa, soit dit en passant, avait déjà laissé tomber et cassé des assiettes à cause de sa faible prise, tandis que mademoiselle Karina les avait brisées en les saisissant trop fort. Le voyage du lendemain fut également paisible, mais loin d'être ennuyeux. Waouh, quelle vue, magnifique. À côté d'Arisa, Lulu poussa un soupir gracieux. Le 2e jour de notre voyage, le sentier nous mena à une falaise abrupte, où le ruisseau près duquel nous avions campé la veille se transforma en cascade, créant un arc-en-ciel. À l'intérieur de la forêt, nous vîmes un mystérieux bâtiment pyramidal, des rampes de pierre qui s'élevaient vers le ciel comme un chemin de fer galactique, et d'autres structures étranges. La pyramide ressemblait aux ruines d'un temple antique. Elle était assez éloignée, mais elle abritait des installations d'observation astronomique. Une visite pourrait donc valoir le détour au retour du village des géants de la forêt. Des monstres plus puissants avaient commencé à apparaître sur mon radar dans la zone. La nuit, je me suis donc faufilé dehors pour éliminer le serpent géant et l'effrayant basilic au regard pétrifiant. Bien sûr, j'ai laissé de côté tous les monstres solitaires susceptibles de nous servir à l'entraînement au combat. Des humains, et parfois des elfes. Des humains, et parfois autre chose. L'après-midi de notre 3e jour dans la forêt, nous avons rencontré un arbre chantant aux fleurs en forme de trompette.
Les paroles étaient un peu étranges, mais apparemment, certains dilettantes de la capitale royale seraient prêts à payer cher pour un arbre comme celui-ci. Je n'avais aucune envie de le transporter, alors je l'ai laissé tranquille. En avançant plus profondément dans la forêt, nous avons découvert de nombreuses plantes rares, notamment celles qui pouvaient servir à la fabrication de potions ou d'outils magiques. Nous avons notamment trouvé des pierres élémentaires imprégnées de mana, notamment des pierres de terre provenant de la falaise et des pierres d'eau trouvées au fond d'une source claire. Ces pierres d'eau servaient à fabriquer des outils magiques comme le sac de puits, qui produisait de l'eau fraîche. Nous avons rencontré quelques monstres en chemin, mais ce n'étaient que des insignifiants. J'en ai donc profité pour entraîner les filles à coopérer au combat. De plus, Mademoiselle Karina a pu vivre un véritable combat. Karina, regarde en haut. Un monstre de niveau 3 appelé lierre rampant, descendu des arbres, a empêtré Mademoiselle Karina. Il possédait certes un faible poison paralysant, mais à moins qu'il ne vous saute dessus alors que vous étiez seul, ce n'était pas un monstre particulièrement effrayant. Et comme Mademoiselle Karina bénéficiait de la protection de Raka, il ne représentait pas une grande menace. Quelle impudence! Mademoiselle Karina a utilisé le pouvoir de l'augmentation de force de Raka pour déchirer le lierre rampant en lambeaux et le jeter au sol. Lisa porta le coup de grâce avec sa lance magique. D'autres lierres rampants rôdaient dans les arbres tels des serpents, mais ils prirent rapidement la fuite dès que l'un d'eux fut détruit. Êtes-vous blessé? Je vais bien. Je m'approchai sur mon cheval, et Mademoiselle Karina recula précipitamment. Hormis le combat et les repas, l'aversion de Mademoiselle Karina pour les hommes n'avait pas changé. Elle me faisait penser à un chat particulièrement méfiant, alors cela ne me dérangeait pas vraiment. Après cela, le 3e jour de notre voyage se termina sans incident. Je n'ai vu aucun monstre puissant cette nuit-là, alors je me dirigeais vers des zones inexplorées et récupérais d'autres pierres élémentaires, comme des pierres de terre, d'eau et de vent. C'étaient des composants essentiels de certains outils et potions magiques spéciaux, mais ils étaient difficiles à trouver, même dans les boutiques d'alchimie et d'outils magiques. J'en récupérais l'équivalent d'environ 3 sacs de chanvre. J'aurais aimé trouver aussi des pierres de foudre et des pierres de feu, mais je n'en ai pas trouvé cette fois-ci. En cherchant ces matériaux, j'ai aperçu plusieurs points sur ma carte dans la chaîne de montagnes à l'extrémité ouest de la baronnie de Munno. Ils appartenaient à des personnes que j'avais déjà rencontrées, les sœurs de Nana, que nous avions quittées devant la ville de Seriou. Le tombeau de la femme de Zen, vers lequel elle se dirigeait, se trouvait au cœur des montagnes. J'aurais aimé les revoir, mais elles étaient trop loin, donc nous ne pourrions pas nous rencontrer cette fois-ci. Nous les reverrions probablement tôt ou tard de toute façon, au moins à Labyrinth City. Bir, c'est peut-être un homme sanglier, monsieur. Peu avant midi, le 4e jour, nous avons repéré un animal brun sur une falaise, le long de notre chemin, nous tournant le dos. Soudain, la créature s'est renversée sur le côté. C'est l'heure de la sieste? Je ne crois pas, monsieur. Il y avait un monstre derrière, monsieur. Effectivement, il y avait quelque chose qui ressemblait à un tatou de métal. Mon écran de rat indiquait un monstre de niveau 20 appelé rat cuirassé, doté des compétences charge et absorption des chocs. Il avait à peu près la taille d'un petit pick-up. Tout le monde, descendez et prenez position de combat. Arisa et Lulu, occupez-vous des chevaux. Au cri de Lisa, tout le monde descendit de cheval et se prépara au combat. Il avait dû entendre sa voix, car le monstre roula comme un cloporte et fonça sur nous du haut de la falaise. Mia et moi tirâmes dessus avec nos arcs courts, mais les flèches bon marché rebondirent sur la peau du rat cuirassé. Mais cela suffisit à perturber la rotation du rat cuirassé, qui s'écrasa contre un grand arbre voisin et vacilla. Arisa, qui avait murmuré le sort de brouillage d'équilibre, fit un signe de paix dans ma direction. Je levai le pouce pour lui montrer ma reconnaissance. C'est notre chance, j'y vais, monsieur Raka. Sans attendre le signal de Lisa, Miss Karina fonça comme une flèche. Dame Karina, arrêtez, veuillez rester en arrière, Dame Karina, crièrent Raka et Lisa pour l'arrêter, mais grâce à la vitesse conférée par le renforcement de force de Raka, Miss Karina était déjà pratiquement au-dessus du rat cuirassé. En un éclair, la créature se déroula et projeta Miss Karina au loin. Elle s'éleva dans les airs, percutant quelques buissons sur son passage. C'était un coup franc qui aurait normalement suffi à infliger de graves blessures, mais grâce à la puissante défense de Raka, Miss Karina ne subit aucun point de dégâts. J'aurais adoré équiper tous mes enfants d'un objet aussi exceptionnel. Je me demande s'il en existe quelque part. J'en prendrais même un pour 10 000 pièces d'or. Pendant que j'étais distrait, le groupe infligeait des dégâts constants au rat cuirassé. Tama et Pochi le distrayèrent, Nana se défendit, Karina fut projetée à plusieurs reprises, et Lisa frappa avec sa lance criquet magique. Je ne suis pas sûre que le rôle de Mademoiselle Karina ait été d'une grande aide, mais comme elle n'était encore qu'au niveau 4, elle ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Tout le monde, reculez. Mia va lancer un sort.
Au signal d'Arisa, tout le monde recula. Ballon cul ou bouchou, le sort de Mia vaporisa rapidement le sang vert accumulé au pied du monstre, le renversant. Miss Karina fut trop lente à s'échapper, cependant, et la magie de Mia la projeta avec le monstre, directement sur la branche d'un grand arbre voisin. MRRR, Mia parut déconcertée par le résultat inattendu. Maintenant, à l'offensive, Laura cuirassée tenta de se relever, mais Arisa le frappa d'un sort de magie psychique, coup mental, qui le rendit inconscient un instant. Une fois immobilisé, l'équipe d'avant-garde l'attaqua instantanément avec ses épées et ses lances pour l'achever. Miss Karina gagna un niveau grâce à ce combat et acquit la compétence « Manœuvrabilité 3D ». J'ai décelé une pointe d'ironie, mais au moins c'était une compétence utile. Inutile de se plaindre, les filles avaient pris goût aux boucles en tire-bouchon de Mademoiselle Karina, alors j'ai fabriqué un fer à friser magique pour les coiffer. Trop bouclé? Tellement bouclé, monsieur. Les enfants se sont bien amusés à enrouler leurs pointes. J'avais commencé le premier jour de l'arrivée de Mademoiselle Karina, mais il était difficile de maintenir une température qui ne brûle pas les cheveux. Il m'a donc fallu plusieurs essais avant de terminer le 4e jour. J'avais pourtant caché mon effort à tout le monde. Après tout, mon rôle de « maître » était de travailler uniquement dans l'ombre. Cette nuit-là, j'ai vaincu un monstre en forme de poulet, une cocatrix, qui utilisait un souffle pétrifiant et collectait les plantes et les petits animaux qu'elle avait pétrifiés. La viande de cocatrix que nous avons goûtée le lendemain matin était délicieuse. Puis vint le 5e jour. Peu après notre départ, nous sommes arrivés sur ce que j'avais noté sur ma carte comme le terrain le plus difficile de la forêt. C'est une sacrée gorge, a commenté Arisa. La rivière au fond du ravin semble couler à très grande vitesse, à ce que j'ai remarqué, a ajouté Nana. Si l'un d'eux tombe, les chances de survie semblent infimes, a dit Lisa. Derrière les trois, les autres enfants j'ai aussi essayé de regarder en bas, mais je les ai arrêtés, car cela semblait dangereux. On devrait peut-être faire un détour? Ce n'est pas grave, il y a un pont plus loin. Je le savais, car je l'avais construit après avoir chassé le cocatrix la nuit dernière. Nous avons fait un petit bout de chemin à cheval, et un pont en rondin est apparu. C'est le pont? C'est ça. J'ai hoché la tête vers Arisa. Alors, tu veux qu'on traverse ça? Assise devant moi sur notre cheval, Arisa blêmit. Ce n'était qu'une planche soutenue par 2 rondins, la traversée demanderait donc du courage. Non, non, non. Absolument pas. Faisons un détour et prenons quelques jours de route supplémentaires. D'accord? Les yeux d'Arisa se remplirent de larmes. Pour lui prouver que c'était sûr, je pris les devants et me dirigeai vers le pont. Tu vois, c'est bon. Nous on. Comme le cri d'Arisa allait effrayer le cheval, je l'ai interrompu en lui couvrant la bouche. Arisa avait apparemment perdu l'envie de se plaindre et avait pressé son front contre la crinière du cheval. Tama, ne soyez pas si audacieux, monsieur. Ne vous inquiétez pas, soyez heureux. Tama était la seule à me suivre, mais comme Pochi était sur le même cheval et partageait donc son sort, elle protestait désespérément. Tama, prends les rênes. D'accord. J'ai laissé Tama s'occuper des chevaux et j'ai retraversé le pont. Ce serait probablement plus rapide si je montais les autres moi-même. Maître, vous pouvez fermer les yeux si vous avez peur. T'es très bien. Lisa s'accrochait à mon dos tandis que je faisais traverser son cheval. Étonnamment, elle avait le vertige. Ensuite, j'ai emmené Lulu. Maître, même si je ferme les yeux, c'est quand même trop effrayant. Tu peux t'asseoir de côté et cacher ton visage contre ma poitrine, d'accord? Concentre-toi sur le son de mon cœur. D'accord. Ça ne me dérangeait pas d'avoir une fille tremblante qui s'accrochait désespérément à moi dans cette situation. Cela stimulait certainement mon instinct protecteur. Alors que je traversais le pont avec Lulu, Arisa se mordillait les doigts. Jalch, essayait-elle de me faire passer pour jalouse? Tu veux faire un autre aller-retour? Alors, Arisa? Je passe mon tour, merci. Je plaisantais, mais Arisa secoua vivement la tête avec un air terriblement sérieux. C'est très dangereux, Satou. Les gens ne peuvent pas voler, tu sais? Ils n'ont pas d'ailes, après tout. Alors les elfes ne volent pas non plus, tu sais. C'est vrai. Mia exprima ensuite sa peur avec une explication inhabituellement verbeuse tandis que je la portais sur mon dos pour traverser le pont de Rondin. Finalement, je montai le dernier cheval avec Mademoiselle Karina, et notre traversée du ravin fut achevée. Difficile d'ignorer le charme des seins magiques de Mademoiselle Karina, mais j'y parvins tant bien que mal. Puis, enfin, nous arrivâmes à la zone vide sur la carte. Ouais, Tama fit tourner son cheval sur le côté, tendant la main et tapotant un mur invisible comme dans une pantomime. Arisa, qui chevauchait avec Lulu, tendit les bras pour imiter les mouvements de Tama. Oh là là, vous avez raison. C'est étrange, monsieur. Je ne vois rien, mais il y a quelque chose, monsieur. Les autres enfants explorèrent également la barrière invisible. Même Mademoiselle Karina se joignit à eux. Les voir tapoter le mur et pencher la tête, perplexes, était adorable.
Je tournai mon cheval sur le côté et tendis la main à mon tour, mais je ne sentis rien. Alors que je fixais un instant l'endroit où tout le monde se dirigeait, un écran de réalité augmentée affichant « Mur arbre montagne » apparut. C'était probablement le même genre de barrière que j'avais trouvé à la lisière de la forêt des illusions. Mais que était-ce que « arbre montagne » ? Étions-nous au mauvais endroit ? En faisant avancer mon cheval, je ressentis une légère gêne, mais je pus avancer sans résistance. Un vent tiède me chatouilla la joue, mais je le remarquai à peine comparé à l'arbre inhabituellement énorme qui était soudain apparu au loin. Me demandant si j'avais été téléporté, j'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai vu les autres gesticuler sauvagement et claquer des dents. Ils avaient l'air désespérés, ils étaient donc probablement très inquiets pour moi, pas seulement pour s'amuser. La barrière devait bloquer leur voie. Je n'avais pas vu cet arbre géant de l'autre côté non plus, alors peut-être qu'elle pouvait aussi bloquer les images. Pour l'instant, j'ai sélectionné « Rechercher toute la carte » dans le menu magique pour obtenir des informations sur la zone au-delà de la barrière, puis je suis retourné de l'autre côté. Ne disparais pas comme ça. Tu nous as fait peur. Arisa a pris les devants et m'a fustigé de les avoir inquiétés. J'étais reconnaissante qu'elle se soit inquiétée pour moi, mais il était plus important de déterminer si la zone de l'autre côté de la barrière était sûre. Tandis que les filles me fulminaient, j'ai commencé à enquêter sur les informations que j'avais obtenues. D'abord, j'ai appris grâce aux informations de mon menu que le grand arbre au-delà du mur de la barrière s'appelait arbre montagne. Il semblait avoir la même taille que le berceau où Mia avait été kidnappée. Et le village des géants de la forêt, où j'étais censé remettre la lettre, se trouvait au pied de cet arbre. La population de la région était concentrée dans le village des géants de la forêt. Il n'était que 10 en tout, le plus fort étant de niveau 39. Le niveau moyen était de 31. Il y avait aussi d'autres géants en plus des géants de la forêt. Il y avait une autre race, les petits géants, dont la moyenne était d'environ le niveau 20. Le nom semblait un peu contradictoire, mais je supposais qu'ils étaient tout simplement petits par rapport aux normes des géants. Ils étaient environ 120. Près d'un millier de demi-humains de diverses races vivaient également ici. Environ 40% étaient des hommes oiseaux, 50% des hommes bêtes, et les 10% restants étaient des hommes fées. Les hommes fées étaient principalement des lutins, des gnomes et des spriggans, mais il y avait aussi 3 kobolds. Je n'avais pas vu ceux du comté de Kuanu, alors j'aurais adoré en rencontrer un cette fois. Il y avait aussi beaucoup de créatures mythiques à l'intérieur de la barrière. Il y avait plusieurs troupeaux de licornes, ainsi que des créatures appelées Gyalarorn. L'épée sacrée du même nom était probablement inspirée de ces créatures, ou fabriquée à partir d'elles. D'autres créatures vivaient au sommet du grand arbre, dont plusieurs moineaux sur eau comme celui que la sorcière avait chevauché. En tout cas, il ne semblait y avoir aucune créature dangereuse d'un niveau suffisamment élevé pour représenter une menace mortelle pour les enfants, ce qui fut un soulagement. Après avoir vérifié que c'était sûr, nous sommes tous passés de l'autre côté du mur. Pour une raison inconnue, les autres pouvaient passer normalement si je les guidais par la main. J'avais peur que Mia soit contrariée en voyant l'arbre montagne, mais elle n'avait probablement pas dû voir le berceau de l'extérieur. Elle n'a pas réagi. Qui es-tu vraiment, ça ? Toi ? Mademoiselle Karina m'observa sérieusement. Comme d'habitude, elle était trop gênée pour prononcer mon nom. La barrière m'a peut-être laissé passer parce que j'ai une lettre pour l'un des géants du village. J'ai éludé sa question avec une réponse arbitraire, mais je ne comprenais pas vraiment pourquoi j'avais réussi à franchir la barrière. Au lieu de m'inquiéter de quelque chose que je ne comprenais pas, je ferais mieux de trouver le chemin à suivre. Le village était à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau, donc cela ne devrait prendre qu'un jour ou deux à cheval. Soudain, une silhouette humaine verte émergea d'un des vieux arbres devant nous. Ah, eh bien, si ce n'est pas cet humain-là. Merci pour ton aide. La silhouette qui était apparue était la dryade qui m'avait aidé à me déplacer dans le berceau. Elle me faisait signe, alors je me suis approchée. Comme avant, elle était nue, mais je m'en fichais, car les petites filles ne m'intéressent pas. Mia s'interposa entre la petite fille et moi, écartant les mains comme pour me protéger. Draine, elle lança un avertissement monosyllabique. Elle voulait probablement dire que la dryade absorberait une grande partie de ma magie. Oh là là, ne sois pas impolie, ma fille. Ma fille faisait probablement référence à Mia. Elle portait bien le titre d'enfant de Bolénan, après tout. Je posai une main sur la tête de Mia, puis m'adressai à la dryade. Alors, tu avais besoin de quelque chose ? Oui, le chef des géants de la forêt m'a demandé de trouver qui avait franchi la barrière. Si c'est toi, je suis sûre que je peux t'emmener au village. Le jeune peut venir aussi. Ça ne me dérangeait pas d'y aller seul, mais si je laissais les autres enfants ici, ils se perdraient probablement. Ils ne pourraient pas atteindre le village des géants de la forêt. J'ignorais comment étaient les géants de la forêt, mais comme ils étaient amis avec la gentille vieille sorcière, il était sans doute prudent de leur faire confiance. Attends une minute, ça te dérangerait de nous y emmener tous ?
Bien sûr, mais je n'ai pas assez de pouvoir magique pour ça, alors tu vas devoir m'en donner un peu. Sans attendre ma réponse, la dryade posa ses mains sur mes joues, claqua ses lèvres sur les miennes et commença à absorber ma magie. Comme il y avait des enfants cette fois, j'ai volontairement favorisé la magie. L'effet fut escompté, la dryade relâcha ma bouche au bout de quelques secondes. Tu t'es amélioré, humain. Sa remarque ressemblait à un compliment adressé à un adversaire de taille, mais en réalité, nous étions juste en train de transférer de la magie. Alors j'apprécierais que tu retires ton poing de ta bouche et que tu cesses de me fixer, merci. Ne me frappe pas le ventre et ne me lance pas de regard jaloux non plus. C'est bon, c'est parti. Sur ces mots, des champignons surgirent du sol pour nous encercler, libérant des spores d'un vert pâle. Un cercle de fées. Alors que Mia marmonnait avec nostalgie, nous fûmes téléportés. Dryade, qui as-tu amené ici? Dès notre arrivée, la dryade dut essuyer un interrogatoire strident. Impossible qu'un géant des forêts puisse parler comme ça, pensai-je en levant les yeux. Au-dessus, je vis un groupe de géants des forêts aussi haut que des immeubles, mais sur un stand près de leur chaise se trouvait un petit vieillard qui sautillait. D'après mon écran de réalité augmentée, ce petit homme était un brony. Ma carte m'indiquait que nous étions maintenant dans une salle située dans un creux près du pied de l'arbre montagne. La salle mesurait environ 24 mètres de haut et son rayon était d'environ 35 mètres. Les murs étaient faits de bois brut, et une lampe près du plafond brillait d'une douce lumière blanche. Les géants, aussi hauts que de petites montagnes, étaient assis sur d'énormes chaises encastrées dans les murs de bois. Peut-être parce qu'ils étaient si hauts que leurs visages étaient dans l'ombre, rendant leurs expressions difficiles à déchiffrer. Ils étaient si immobiles qu'on aurait pu facilement les prendre pour des statues. Réponds-moi, dryade, ce sont des humains, ce n'est pas ce que je veux dire. Je te demande qui ils sont. Oh, je ne sais pas. De toute façon, je n'écouterai personne d'autre que ce gamin, Stonehammer. C'est le maître de cette source de mana. Bohyh, Meeroh. L'un des géants murmura quelque chose à la dryade, et mon corps trembla sous les vibrations. Sa voix était incroyablement grave. Je n'avais aucune idée de ce qu'il disait, cependant. Tout ce que je pouvais dire, c'est que les mots du géant sonnaient quelque peu elfiques. Peut-être que leur langue était liée. Plus grand que compétence acquise, langage des géants. Oh, il parlait donc la langue commune des géants, pas une langue spécifique aux géants de la forêt. J'ai augmenté le niveau de compétence à 5 pour pouvoir comprendre leurs paroles. Le géant baissa les yeux et ouvrit la bouche, et les basses résonnèrent dans mon estomac tandis que sa voix grave emplissait la salle. Il regardait dans ma direction maintenant, ce qui la faisait résonner encore plus fort qu'avant. Qui êtes-vous? Quel est votre but dans ce village? Lorsque le géant eut fini de parler, le brony à proximité traduisit en Shigan. Je suis Satou, un marchand itinérant. La sorcière de la forêt des illusions m'a demandé de vous remettre une lettre, c'est pourquoi je suis venu ici. Grâce à ma compétence, amplification, je lui répondis en langage des géants. J'ai pris soin de parler lentement pour m'adapter à leur débit. C'était quoi, ce langage de géant? Oui, sœur Satou semble être plutôt instruit. Bon sang, y a-t-il quelque chose qu'il ne sache pas faire? J'entendis mademoiselle Karina et Raka parler derrière moi. Les autres enfants étaient surpris eux aussi, mais leur réaction n'était pas aussi dramatique que celle de mademoiselle Karina. Oh, vous nous comprenez? Comme c'est magnifique, montrez-nous cette lettre de la sorcière. Comme je le pensais, quel que soit le monde dans lequel on évolue, parler la langue d'une nouvelle connaissance fait toujours bonne impression. Le géant baissa son énorme main à une vitesse pesante, telle une machine, et je déposai la lettre dans sa paume. Les caractères étaient probablement trop petits pour qu'il puisse les lire, alors il posa le brony sur son épaule et se fit lire la lettre à voix haute. Comme c'était une lettre personnelle, j'ai désactivé ma compétence « oui fine » pour ne pas l'écouter aux portes. Bientôt, la lettre fut terminée et le géant de la forêt baissa les yeux vers moi. On dit que tu as fait un vrai chemin. Merci, petit enfant, ami de mon vieil ami. Je m'appelle. Son nom ressemblait davantage à une chanson. À écouter ce rythme tranquille, je commençais à m'endormir. Les noms des géants étaient composés des noms de génération de leurs ancêtres, ce qui dura plus de 20 minutes. Tama, Pochi et Nana commencèrent à s'endormir, et je ne pouvais guère leur en vouloir. Son nom était écrit sur l'écran de réalité augmentée, je n'avais donc pas vraiment besoin de le mémoriser, mais même en langage humain, il me faudrait plus de 5 minutes pour le prononcer. Le légendaire Jugemu serait impressionné. Mais cela est peut-être trop long pour que vous puissiez le dire facilement. Vous pouvez m'appeler Marteau de Pierre. Merci de votre accueil. Puisque j'ai déjà donné mon nom, Permettezmoi de vous présenter mes compagnons. Mia. J'ai fait avancer Mia, et elle a marmonné son nom brièvement, se bouchant les oreilles, l'air contrarié. Apparemment, la voix grave et forte de Stonehammer lui avait fait mal aux oreilles. OHHO, êtes-vous un elfe de la forêt de Bolenan?
Je n'ai pas vu de personne de votre espèce depuis la visite de Sir YQSARATOYK, il y a 100 ans. PERMETTEZMOI de vous souhaiter la bienvenue au nom de tout notre village. Le géant faisait référence au gérant elfique de l'épicerie de Seriou. Il est donc déjà venu ici, hein? J'ai continué à présenter le reste du groupe. Nous avons eu quelques difficultés avec la dernière, mademoiselle Karina. Je m'appelle Karina Munot. Je suis la deuxième fille du baron Munot. Munot, vous dites, alors une parente de ce marquis pourri s'est égarée dans notre village pour y perdre la tête? Le brownie à côté des géants devint rouge de rage et interrompit la présentation de mademoiselle Karina. Ce type explosait pour tout et n'importe quoi. Mademoiselle Karina se cacha derrière moi, peu habituée à être la cible d'une telle malveillance. Lorsqu'elle se colla contre mon dos, j'aurais failli m'évanouir de joie. En remerciement pour ce bienfait, je me suis dit que je devrais probablement la défendre. Il me faudrait alors utiliser ma compétence excuse ou ma compétence médiation, rarement utilisée. Un instant, s'il vous plaît. J'écartai les bras pour défendre mademoiselle Karina qui se cachait derrière moi. Satou, l'entendis-je murmurer. J'étais presque sûre que c'était la première fois qu'elle m'appelait par mon nom. Ainsi encouragée, je continuai à parler d'une voix forte et tendue. La famille du marquis Munot a été détruite. Son père n'a hérité que du nom et n'a aucun lien de parenté avec l'ancienne maison du marquis. J'ai essayé de la défendre, mais le brownie indigné a visiblement refusé d'écouter. Peut-être sous l'effet de mes compétences, Stonehammer a arrêté le brownie pour moi. Ça suffit, MMAIS. Ça suffit, ai-je dit. Sur ordre de son seigneur, le brownie sombra dans un silence boudeur. Petit enfant, Satou, je ne te demanderai pas pourquoi tu as amené une jeune femme portant le nom de Munot sur ces terres. Cette fois, Stonehammer me fit face en parlant. Zut, à ce rythme, Miss Karina n'aurait aucune chance d'atteindre son but ici. Cependant, le géant n'avait pas fini de parler. La lettre de la sorcière indique que ton but est de voir des terres inconnues. PERMETSMOI de te préparer une chambre dans le manoir d'un des petits géants de notre village. Je vous remercie d'avoir livré la lettre. N'hésitez pas à vous reposer dans notre village aussi tant que vous le souhaitez. Bien joué, mademoiselle sorcière. Je me suis rappelé l'image de la douce vieille sorcière de profil en la félicitant avec appréciation. Oh, ce serait terrible s'il disait que mademoiselle Karina doit partir seule. Je ferais mieux de m'en assurer. Lord STONEHAMMER, je suis terriblement désolé de faire une demande aussi éclatante, mais pourrais-je vous demander la permission pour que mon amie, la fille du baron Munot, reste également? Très bien. La jeune femme Munot peut rester avec vous. Après une courte pause, Stonehammer donna finalement son autorisation. Espérons que mademoiselle Karina pourrait désormais négocier avec Stonehammer et les autres géants pendant notre visite. Même si cela ne faisait que quelques jours, elle faisait désormais partie de notre groupe de voyage. Je me suis dit que je pouvais au moins essayer de trouver un plan pour l'aider entre deux visites. Nous apprécions vraiment votre générosité. J'ai remercié Stonehammer du fond du cœur, puis je suis sorti du hall. On nous a conduits dans une pièce adjacente, où nous avons attendu docilement qu'un membre du village des géants de la forêt nous accueille. Lisa s'est postée près de la porte, faisant office de gardienne. Seigneur Satou, nous vous sommes reconnaissants de votre aide. Raka me remercia au nom de mademoiselle Karina. Mademoiselle Karina semblait bouleversée par ce qui devait être sa première expérience de cible malveillante. Son visage était pâle tandis qu'elle marmonnait ses remerciements. Pochi et Tama étaient assis de chaque côté d'elle, la regardant avec anxiété. Je ne pense pas que ce soit facile, mais je vous souhaite bonne chance. Oui, je n'en avais aucune idée. Arisa tapota l'épaule de mademoiselle Karina pour l'encourager. Il ne sert à rien d'être démoralisé, je vous le conseille. Si vous avez le temps de vous sentir abattu, profitez-en pour avancer, je vous le répète. C'est vrai, dame Karina. Il n'y a pratiquement rien qui ne puisse être résolu par un bon repas et une bonne nuit de sommeil. Nana et Lulu firent de leur mieux pour remonter le moral de mademoiselle Karina. À bien y penser, Arisa avait mentionné que Lulu avait été très maltraitée dans sa ville natale. Peu après, un groupe de petits géants de 3 mètres de haut vint nous accueillir avec un palanquin pour nous transporter jusqu'au village. Désolé de vous avoir fait attendre, Dao. Il a fallu un certain temps pour préparer le palanquin, Dao. Le chef, qui semblait être le nôtre, parla avec une étrange excentricité verbale tandis que les petits géants nous emmenaient hors de l'arbre montagne. À l'extérieur de l'arbre, une route en forme de tranchée menait au village, situé à près d'1,5 km. Le village était environ 2 fois plus éloigné du tronc que la lisière de la canopée de l'arbre montagne. Les branches les plus basses atteignaient une centaine de mètres de haut, mais leurs extrémités pendaient presque jusqu'au sol. Quelques tours de terre y étaient érigées. Au loin, j'apercevais des petits géants s'affairer au sommet de la tour. Apparemment, ils cueillaient des fruits sur les branches de l'arbre montagne.
Les fruits étaient assez gros pour que les petits géants les cueillent par deux, ils devaient donc faire 2 ou 3 mètres de diamètre. À l'extérieur de la tranchée, je distinguais un mur de terre d'environ 3 mètres de haut. D'après la carte, plusieurs de ces murs formaient des cercles concentriques autour de l'arbre montagne, à environ 250 mètres d'intervalle. Trop bas pour constituer des barrières défensives, ils étaient percés de trous par intermittence. Alors que nous approchions du village, nous entendîmes des sonnettes d'alarme. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un fruit a dû tomber de l'arbre montagne, Dao, expliqua le chef des petits géants. En effet, si un fruit tombait d'une branche plus haute de l'arbre montagne, haut de près d'1 kilomètre, cela pouvait provoquer un désastre. Les murs de terre ne servaient donc pas à repousser les ennemis, mais à nous protéger des chutes de fruits. Au-dessus de ma tête, j'ai vu quelque chose secouer les feuilles et les branches de l'arbre en descendant. Il était à environ 200 mètres d'ici. Le couvercle de défense nous couvrira bientôt, alors ne vous inquiétez pas, Dao. Posant notre palanquin au sol, le chef nous a adressé la parole d'une voix calme. Tandis qu'il parlait, une barrière transparente et voûtée apparut au-dessus des murs du passage. C'était probablement un mur d'abri fabriqué avec la magie de fondation. Puis un fruit vermillon est apparu des branches. De par sa taille inhabituelle, il semblait tomber lentement, mais en réalité, il descendait probablement à une vitesse considérable. Comme pour le prouver, la terre a grondé et tremblé lorsque le fruit a heurté le sol. Arisa et Mia, assises sur mes genoux, Tama et Pochi, à ma gauche et à ma droite, et même Lulu et Miss Karina, derrière moi, se sont tous accrochés à mes bras. J'ai senti une douce et merveilleuse sensation de différentes tailles me presser le dos. Cependant, Miss Karina a dû inconsciemment invoquer son amélioration de force, ou quelque chose comme ça. Sa prise sur mon bras me faisait un peu mal. Lisa et Nana n'ont pas perdu une seconde, observant attentivement où les fruits étaient tombés. Quelques secousses supplémentaires ont suivi peu après. Oh, Dao, ça doit être un videur, Dao. Comme nous ne voyions pas très bien ce qui se passait depuis la tranchée, il avait probablement tiré ses conclusions des tremblements répétés. Les fruits se sont écrasés contre le mur de terre devant le village et se sont immobilisés. Mais, l'instant d'après, nous avons vu le mur se fissurer et les fruits ont roulé jusqu'au village. Oh là là, c'est la maison du général Spriggan, Dao. On devra tous aider aux réparations demain, Dao. Cela ressemblait moins à une catastrophe majeure qu'à un désagrément récurrent. Le plafond de défense magique au-dessus de nous a été annulé, et notre palanquin s'est relevé, nous offrant un aperçu des conséquences. 3 étaient tombés en tout, 2 d'entre eux s'arrêtant dans le creux qu'ils avaient creusé dans la terre. Je voyais plein d'autres endroits où les trous avaient été comblés. Est-ce que les fruits tombent souvent comme ça? Oh non, hormis pendant la saison des récoltes, il n'y en a généralement pas plus d'un par mois, Dao. Puis j'imagine qu'il y en a eu plusieurs d'un coup à un moment donné. Normalement, les moineaux sureaux mangent les fruits en haut de l'arbre, Dao. Mais depuis un mois environ, il n'y en a plus eu autant, alors beaucoup de fruits mûrs sont tombés, Dao. Ou pas. Les moineaux sureaux étaient des oiseaux géants et ronds comme celui que la sorcière de la forêt des illusions avait chevauché. Qu'est-ce qui a bien pu causer leur diminution? Je crois me souvenir que ces oiseaux étaient assez gros. Y a-t-il un prédateur dangereux dans les parages? Plus maintenant, alors ne t'inquiète pas, Dao. Mais lors de la dernière nouvelle lune, une volée d'hydres a franchi la barrière, Dao. Beaucoup de moineaux ont été mangés, Dao, répondit tristement le chef des petits géants. Encore une hydre, hein? Puissante et mobile. Ces nuisibles doivent être difficiles à gérer. Les grands géants de la forêt les ont chassés en leur lançant des fruits à coque dure, mais plusieurs ont été touchés par le souffle empoisonné des hydres, Dao. Ça a l'air terrible. Ça m'irait bien tant que je tuais la chose instantanément à distance pour l'empêcher de contre-attaquer, mais si je finissais par recevoir ce souffle empoisonné, je parie que laver mes vêtements serait une vraie galère. Ça risquait même d'abîmer les fibres et de les rendre inutilisables. Ça l'a été, Dao. C'était la première fois en 300 ans que nous étions attaqués par des monstres, alors j'ai vraiment paniqué, Dao. Peut-être étais-je simplement paranoïaque, mais je me demandais si le démon de l'enfer avait provoqué le troupeau d'hydres pour attaquer le village. Les géants des forêts adultes ont été guéris par un antidote gnome, au moins, mais il reste encore 3 enfants géants des forêts alités à cause du poison, Dao. Le poison était-il encore présent dans leur organisme un mois plus tard? J'ai essayé de chercher des géants des forêts sur la carte. Effectivement, 3 enfants géants des forêts présentaient l'état poison, hydre, chronique. Leur jauge de PV était descendue au tiers ou au quart de leur valeur initiale, et leur jauge de magie et d'endurance était également sur le point de s'épuiser. L'antidote est-il inefficace sur les enfants? Eh bien, j'ai entendu dire qu'ils n'avaient assez de matériaux que pour un antidote au venin de serpent, donc ce n'était pas très efficace, Dao. Alors maintenant, un géant des forêts, Lord Bredbeard, est parti chasser l'hydre pour qu'on puisse fabriquer le véritable antidote, Dao. Ah,
C'est sûrement le seul géant des forêts que j'ai trouvé en cherchant sur la carte de la baronnie. À ce moment-là, il était près de la barrière. Une fouille de ses affaires révéla qu'il possédait une tête d'hydre tranchée. Il avait donc dû mettre en sécurité l'antidote. J'avais aussi un cadavre d'hydre dans mon entrepôt, mais il serait inconvenant de rendre ses efforts caducs juste avant son retour triomphal, alors je décidai de garder cela pour moi. Le palanquin transportant notre groupe s'arrêta devant la plus grande maison du village. « Bienvenue chez vous, mon cher. Ce sont donc les invités des grands géants de la forêt ? Oui, Dao. Il y a aussi un elfe parmi eux, alors traitez-les avec courtoisie, Dao. Oh là là, je crois que cela fait près de 100 ans que nous n'avons pas accueilli d'elfes chez nous. Ils étaient mari et femme, tous deux âgés de plus de 300 ans. Je suis Doigt Blanc, épouse du chef du village, Lank. Enchantée de vous rencontrer. La chef de notre petit groupe de géants était donc la chef du village. Les noms qu'elle donnait étaient apparemment des versions abrégées de leurs longs noms, comme ceux des géants de la forêt. Il s'agissait probablement de traductions directes du langage des géants en Shigan. Comme Mia se cachait derrière moi et ne cherchait pas à se présenter, je les saluais. Je vous demande pardon, Mia est plutôt timide. Je suis un marchand ambulant humain du nom de Satu. Je vois. Alors, elle s'appelle Dame Mia ? Rassurez-vous, nous savons bien que les elfes sont souvent silencieux. Les seuls mots que le seigneur Yusaratoya nous a adressés lors de sa visite furent « Yuya, merci » et « adieu ». Elle dit cela sur le ton de la plaisanterie, je doutais donc qu'elle cherchât à être sarcastique. Après que tout le monde eut été présenté et que nous eûmes été conduits à nos chambres, Mia finit par murmurer son nom à Doigt Blanc. Mia, oh là là, les elfes ont des voix si merveilleuses. Je vais vous préparer un repas avec les fruits de l'arbre de montagne ce soir. Y a-t-il des aliments que vous n'aimez pas ? La voix de Doigt Blanc monta d'un ton lorsque Mia parla, et elle se pencha vers l'elfe. De la viande, répondit Mia en formant un X sur sa bouche avec ses doigts et en la reculant légèrement. Je veillerai à ne pas préparer de plat à base de viande, alors, répondit Doigt Blanc avec enthousiasme. Le désespoir se lut sur le visage des filles bêtes, alors je lui demandai discrètement d'inclure de la viande dans tous les plats sauf celui de Mia. En chemin vers la maison du chef, j'avais aperçu un bouvier avec un troupeau d'animaux qui ressemblaient à des bovins à poils longs. La viande n'était donc pas si rare ici. Peu après, Lank annonça qu'il allait chercher des fruits de l'arbre de montagne, alors je lui demandai de nous emmener, Lisa et moi. J'étais un peu inquiète pour mademoiselle Karina. Elle s'était immédiatement enfermée dans sa chambre, prétextant la fatigue, alors je suis allée voir comment elle allait pendant que le chef du village se préparait. Armée de viennoiseries et de thé bleu vert fraîchement infusé du stockage, je me rendis dans la chambre de mademoiselle Karina. S'il te plaît, mange un petit quelque chose. Lulu dit qu'un estomac vide ne fait qu'aggraver la mauvaise humeur. Je n'ai plus d'appétit du tout. Comme pour protester, son estomac gargouilla aussitôt. Je lui en proposai à nouveau, et après avoir accepté à contre-cœur, elle se mit à manger aussitôt. Sa façon de tenir la pâtisserie à deux mains en la croquant me rappelait un adorable petit écureuil. Pourquoi ? Murmura mademoiselle Karina doucement. Pourquoi dois-je être autant détestée par des gens que je n'ai jamais rencontrés ? La peur et la colère dans sa voix tremblante exprimaient clairement la complexité de son cœur. Peut-être que depuis que le marquis Munot a fait des choses aussi horribles. Mais pourquoi ? Je n'ai aucun lien de sang avec une telle personne. Mademoiselle Karina se leva avec passion, attrapa mon col et approcha son visage du mien. Ses yeux étaient emplis de colère et de tristesse face à ce monde déraisonnable. Pour eux, tout ce qu'ils voient, c'est que tu es un humain nommé Munot, j'imagine. Même dans un monde parallèle, une seule chose peut suffire à haïr quelqu'un. À mes mots, mademoiselle Karina répéta simplement « Pourquoi ?» et pressa son front contre ma poitrine. Je l'entendis faiblement fondre en larmes. Je ne pouvais détacher mon regard de ses cils tremblants et de ses lèvres brillantes. Comment une femme, dans un moment de faiblesse, peut-elle être si charmante ? Je la serrai légèrement contre moi pour la réconforter, et elle se blottit contre moi comme une enfant. Sa poitrine douce contre moi, je luttais désespérément contre l'envie terrible de retomber sur le lit avec elle. À cet instant, Lisa ouvrit la porte. « Maître, Lord Lank dit qu'il est sur le point de… » « Oh, pardon, je reviendrai plus tard. Attendez, ce ne sera pas nécessaire. » Lisa comprit la situation et fit mine de partir avec tact, mais je l'en empêchai vivement. Grâce à son arrivée, le combat entre l'ange et le démon en mon âme se solda par une victoire serrée du côté du bien. C'était serré. Si je mettais la main sur la fille d'un noble, je finirais soit sur la liste des personnes recherchées, soit sur la voie rapide du mariage. Je desserrai mon bras autour de mademoiselle Karina et lui tapota légèrement le dos pour la calmer. Puis je fis une nouvelle tentative pour lui remonter le moral après avoir demandé à Lisa d'attendre un moment. « Dame Karina, il est trop tôt pour abandonner. Comme l'a dit un jour un célèbre dirigeant de mon royaume, quand on abandonne, tout est fini. » Je m'arrêtai un instant, attendant sa réaction.
Elle ne semblait pas ravie, mais au moins, elle m'écoutait. Dame Karina, même s'il ne vous témoigne pas la moindre gentillesse, vous ne pouvez pas encore reculer. Il vous suffit d'agir pour gagner leur faveur. Leur faveur? Mademoiselle Karina leva les yeux vers moi avec espoir, alors j'acquiesçai. Si je disais ça à l'un de mes amis non intello, il se moquerait probablement de moi pour avoir tout pris comme un jeu. Mademoiselle Karina ne semblait pas tout à fait comprendre, alors j'essayais de lui expliquer. C'est vrai, rares sont les gens qui feraient quelque chose de gentil pour quelqu'un qu'ils détestent. Alors, il faut commencer par se lier d'amitié avec eux. Se lier d'amitié avec eux. Comment m'y prendrais-je? Il va falloir qu'on trouve une solution. Au moins, on a la permission de rester, pour commencer. La vie reprenait dans les yeux de mademoiselle Karina, mais elle semblait toujours anxieuse. Ne vous inquiétez pas, ça finira par s'arranger. Je lui pris la main pour la rassurer, avec un sourire aussi léger que possible. Merci, Satou. Mon don douille aigu m'assura que les remerciements murmurés de mademoiselle Karina me parvinrent. Ma promesse téméraire semblait avoir porté ses fruits, car les ombres disparaissaient enfin de son visage. Ses joues rosissaient aussi, ses yeux étaient encore légèrement embrumés par les larmes, elle ressemblait à une jeune fille amoureuse. Tout irait bien maintenant. Lisa et moi partons avec Lord Lank pour recueillir des informations, d'accord? Laissez-moi. Attendez, Dame Karina. Si nous les accompagnons, nous ne ferons que les gêner. Nous devons être prudents. Monsieur Raka. Mademoiselle Karina voulait nous accompagner, mais Raka l'en empêcha. Ah oui, Raka est là aussi, hein? Laissez-nous enquêter. Je vais chercher des informations intéressantes et je reviens. Je souris de nouveau pour apaiser ses inquiétudes, puis je quittai la pièce. Avant de partir, je rendis visite à Arisa et lui demandai d'aller parler à mademoiselle Karina. Lisa et moi marchâmes avec Lank dans la rue principale du village de l'Arbre-Montagne. La petite communauté comptait environ 180 maisons, mais contrairement à un village humain, les bâtiments étaient de taille très différente. De plus, chaque race avait apparemment son propre style architectural, c'était donc fascinant de voir la variété des toits, des fenêtres, etc. C'est un joli village. C'est gentil de ta part, Dao. Nous sommes tous très fiers de notre village, Dao. Lank s'adapta gentiment à son rythme, et nous admirâmes le paysage de la rue en nous dirigeant vers l'usine de transformation de fruits. En chemin, nous croisâmes des enfants qui descendaient la rue en courant. Les jeunes fées étaient plus petites que Pochi et Tama, mais les petits géants étaient plus grands que moi. On ne trouverait jamais une scène aussi fantastique sur Terre. Je n'oublierai pas de sitôt la vision d'un jeune Spriggan chevauchant fièrement le dos d'un petit géant. Je décidai d'explorer le village avec tout le monde demain. Arisa, en particulier, serait probablement ravie. Nous arrivâmes bientôt à l'usine de transformation de fruits, qui ressemblait à un atelier sans mur. D'énormes fruits colorés attendaient en rangée que les petits géants les découpent à coups de hache et de scie. Je tapotais expérimentalement sur un fruit gris foncé posé à proximité, et il avait une texture presque métallique. À côté se trouvait un fruit jaune aussi ferme qu'une noix de coco. De toute évidence, il y avait de grandes différences entre chaque variété. Celui-ci est trop dur. Lank, prends le relais. Le devoir m'appelle, Dao. Je reviens tout de suite, Dao. L'un des petits géants implora Lank de l'aider après avoir échoué à fendre le fruit avec une hache. L'écorce robuste posa également problème à Lank, dont la hache rebondit sans le blesser. Je pourrais essayer, moi aussi? Je n'aime généralement pas attirer l'attention, mais je voulais vraiment faire l'expérience par moi-même. Avec des capacités comme le renforcement corporel dans ce monde, il ne devrait pas être trop étrange pour un humain de manier une hache géante. De plus, ce village semblait avoir peu de contact avec le monde extérieur, donc il ne répandrait probablement pas de rumeurs étranges. Au contraire, l'autorité de Mia et de la cloche silencieuse de Bolénan devrait me protéger ici. Tu es sûr de pouvoir la tenir, Dao? Ça ira, j'ai un outil magique de renforcement corporel. Comme d'habitude, ma compétence, fabrication, fonctionnait à merveille ici. J'ai emprunté la hache géante et testé son poids. Mon corps étant si léger, je ne pouvais pas grand-chose contre l'inertie de la hache. Près du mur, il y avait une grande épée à lame fine qui semblait un peu plus légère, alors je l'ai empruntée et je l'ai frappée. Oh, incroyable, Dao. Je n'ai jamais vu personne en couper une du premier coup, Dao. Quel bras, tu crois qu'il serait capable de briser une carapace de fer? Ça vaut le coup d'essayer, Dao. Si ça marche, on pourra boire du vin de carapace de fer au banquet de ce soir, Dao. Cette carapace de fer était probablement le fruit gris foncé que j'avais vu près de l'entrée. Dur comme l'acier, il ne pouvait être brisé que par les outils des géants de la forêt. Le vin de carapace de fer, m'expliquèrent-ils, avait un goût doux et fort, et une forte teneur en alcool. Peut-être était-ce l'ingrédient clé du vin des larmes de géant que j'avais bu à Sedum City, dans le comté de Kuanu? Jetant un regard noir au fruit qui me dominait, je lui ai donné un coup d'épée. La fine lame s'est brisée dans un craquement retentissant. Je suis désolé. Bon,
Une carapace de fer, c'était sans doute trop espéré. Oui, c'est normal, je me suis excusée, et les ouvriers de l'usine ont répondu avec déception. Hachez, regardez, l'un des ouvriers cria et désigna la coquille de fer. Une fissure était apparue en haut du fruit, et comme encouragé par le cri de surprise, la fissure s'agrandissait. Il l'a coupé. Waouh, incroyable, Dao. Satou, tu es un maître épéiste, Dao. Un chœur de surprise et d'adulation s'éleva parmi la foule des ouvriers. Ramassant les restes de la lame par terre, je terminai mes excuses. J'ai cassé l'épée. Ce n'est pas grave, Dao. Les haches et les épées se cassent tout le temps quand on fend les fruits, Dao. Si on apporte du vin au forgeron plus tard, il se fera un plaisir de le réparer, Dao. Laisse les gars de l'usine s'en occuper, Dao. La réponse désinvolte de Lank m'encouragea. Au cas où, je m'excusais auprès des autres ouvriers, mais loin d'être en colère, ils insistèrent pour que je puisse en casser autant que je voulais, à condition que je leur découpe d'autres coquilles de fer. Alors que j'en séparais 3 autres, le nombre de spectateurs augmentait régulièrement. Plus grand que Titraki, artiste de rue juste au moment où j'obtenais le titre, une femme à tête de chien apparut dans l'atelier. J'ai entendu dire qu'il y avait un maître épéiste ici. Est-il vraiment vrai qu'il peut fendre le fruit de la coquille de fer? Regardez autour de vous, mademoiselle Kobold. Vous ne voyez pas le tas de moitié juste là? C'est donc vrai. Waouh, c'est donc un kobold? Leur race avait donc la peau plutôt pâle et une tête de chien. Non, attendez. La tête était en fait un casque. Montre-moi cette épée, alors. C'est une épée en acier bleu forgée par des kobolds. La fille s'est approchée de moi et m'a fourré une grande lame courbe dans les mains. Je pouvais voir une dent qui dépassait de ses lèvres, comme un petit croc. Le couvre-chef couvrait la majeure partie de son visage, mais sa bouche était celle d'une femme éblouissante. J'ai dégainé l'épée qu'elle m'a tendue. C'était une arme magnifique. Le manche était muni d'une garde pour protéger la main du manieur, et la lame à un seul tranchant était légèrement courbée. Un peu trop longue pour que je puisse la tenir d'une seule main, mais c'était bien un sabre. De plus, fidèle au nom du métal, la lame en acier avait un éclat bleuté. D'après mon art, ce matériau s'appelait acier bleu allié kobold. Mais le couteau de cuisine en alliage kobold que je possédais était de la même couleur que du métal ordinaire. Bon, inutile de pinailler sur les matériaux d'un monde parallèle. J'ai donné un léger coup d'essai pour tester l'équilibre. Son poids était à peu près équivalent à celui d'une épée en acier ordinaire. Puis, prenant une inspiration, j'ai préparé l'épée en acier bleu devant un fruit de carapace de fer. En utilisant la lame magique, je pouvais être sûr que l'épée ne se briserait pas, mais les statistiques de l'art indiquaient que tout irait bien dans les 2 cas, alors j'ai simplement donné un coup. Splendide, j'ai réussi à ouvrir le fruit sans casser l'épée. La jeune kobold a semblé impressionnée. C'est une bonne arme. J'essuyai les traces de sève de l'épée, la remis dans son fourreau et la rendis à la jeune femme. Ayant constaté votre habileté, j'ai une faveur à vous demander, monsieur. Si vous le voulez bien, je vous prie de me conduire à Bolhar, où vivent les nains, ou à la forêt de Bolénan, le foyer des elfes. En récompense, je te donnerai cette épée en acier bleu, croc bleu. D'un ton rapide et résolu, la jeune fille me la tendit d'une main. Vu son poids, elle devait être forte. Ça te dérange si je te demande pourquoi? À son ton, je ne pensais pas qu'elle avait l'intention de semer le trouble au village elfique, mais s'il s'agissait d'une course urgente, elle n'aurait probablement pas voulu nous accompagner dans notre paisible excursion touristique. Dans ce cas, il valait mieux qu'elle emprunte un moineau ancien au géant de la forêt et s'y rende seule. Après m'avoir prévenu qu'elle ne pouvait pas en parler ici, la jeune fille nous emmena, Lisa et moi, à l'arrière de l'usine pour nous expliquer. Si j'ai demandé à voyager avec toi, c'est qu'il serait trop difficile pour nous d'aller seuls dans la forêt de Bolénan. Bon, il n'y avait que 3 kobolds ici. La jeune fille était de bas niveau, elle aussi, elle avait donc besoin d'un garde du corps. Pourquoi veux-tu voir les elfes de la forêt de Bolénan? Parce que l'existence même des kobolds est en jeu. Leur existence? À la naissance d'un enfant kobold, une pierre précieuse appelée cristal bleu est nécessaire, mais nos mines sont toutes à sec. Les mines se sont taries. Serait-ce possible? Est-ce pour cela que les mines d'argent du comté de Kouanou ont été attaquées? C'est exact. Le magistrat du baron Munot nous a dit qu'il y avait des cristaux bleus cachés au fond de ces mines d'argent. Le magistrat, n'est-ce pas le démon de l'enfer? Je me demande si je peux chercher ça sur la carte. Ce serait difficile d'explorer les montagnes au hasard, alors même si je pouvais trouver des sources de minerais à proximité, cela faciliterait les recherches. Alors, on trouve toujours des cristaux bleus près des filons d'argent? Non, rien ne le garantit. Cependant, les elfes ou les nains devraient sûrement y avoir accès dans leurs mines d'argent bleu. Acier bleu, bleu-argent, cristaux bleus. Ces types aiment vraiment le bleu. S'il était vert comme mon épée en mithril, s'appellerait-il vert-argent? Les cristaux ont une belle couleur, comme les feuilles de l'arbre de montagne, dit-elle en désignant le feuillage persistant et profond.
Peut-être leur perception des couleurs était-elle différente? Je fouillai dans le dos de ma robe, sortis la dague en mithril de la réserve et la lui montrai. Elle est en bleu argent, alors? Oh, quelle belle dague! Oui, c'est sûrement la source de sa belle couleur bleue. Autrement dit, il leur fallait trouver un filon de mithril. Me disant que je pouvais faire mieux, j'ai fouillé les montagnes de la baronnie de Munno à la recherche de filons de mithril. J'ai d'abord ciblé la montagne la plus proche du village, mais je n'y ai rien trouvé. Je savais que ce ne serait pas facile, mais... Ah oui, si je me souvenais bien, il y avait des documents concernant des sites miniers proposés dans le petit sac de garage que j'avais trouvé dans la forteresse hantée. Dans ces documents, j'ai découvert la description d'un filon potentiel dans la grande forêt. La zone était vaste pour une recherche, alors j'ai scruté les montagnes de la forêt une par une jusqu'à ce que je découvre un filon de mithril dans le troisième. Et dans une grotte au fond du filon de mithril, j'ai trouvé les cristaux bleus en question. Maintenant, comment lui expliquer cela? Il était temps de mettre ma compétence, fabrication, à contribution. Je ne sais pas s'il y a des cristaux bleus là-bas, mais il se trouve que je connais un filon de mithril. Vraiment? Oui, un homme mystérieux se faisant appeler, l'ermite masqué, m'en a parlé. J'ai dessiné une carte dans la terre jusqu'à la montagne où se trouvait le filon. L'ermite vit dans cette montagne. Il m'a expliqué qu'il cherchait une mine de mithril pour obtenir une épée puissante. Alors si je lui donne celle-ci? La jeune kobold bondit joyeusement, puis marqua une pause. Non, ça ne marchera pas. Je te l'ai déjà promis. Et à part ça, je n'ai que des outils. Quelle fille consciencieuse, je t'ai juste donné des informations. Si tu te sens obligé de me payer, tu pourrais peut-être me donner un outil en acier bleu? Tu es sûr que c'est suffisant? Oui, absolument. La jeune fille était partie préparer son voyage vers la montagne, alors je me suis mis à réfléchir à la façon de concrétiser mon petit conte. Je devrais probablement y aller ce soir et creuser un tunnel menant aux cristaux bleus. Ce serait facile si j'utilisais mon sort de piège. Je pourrais ensuite construire une cabane en rondin à l'entrée du tunnel et y déposer un masque en bois sculpté, accompagné d'un papier indiquant la veine à la prochaine personne qui le trouverait. Comme elle ne serait peut-être pas capable de lire les lettres Shigan, je devrais également y placer du minerai de mithril et des cristaux bleus. Ce soir s'annonçait chargé. Il s'avéra que l'activité était déjà intense avant la tombée de la nuit. Après avoir extrait la liqueur des coquilles de fer et découpé des échantillons de fruits avec de petits couteaux, les ouvriers de l'usine et moi avons entendu un bruit sourd et senti le sol trembler. Barbe-Tresse, le géant parti en expédition hors de la barrière, était de retour. J'ai apporté la tête d'une hydre, gnome. Utilisela pour fabriquer des médicaments. Le géant de 9 mètres de haut se dressait devant l'atelier. Comme son nom l'indiquait, il arborait une barbe tressée impressionnante. Un petit gnome déboula du magasin d'alchimie voisin. Puis, examinant la tête d'hydre que le géant avait posée par terre, il secoua la tête avec tristesse. Seigneur Barbe-Tresse, je ne peux pas utiliser cette tête. Les glandes à venin étant détruites, le venin dont j'ai besoin pour créer le matériau s'est épuisé. Quoi? Le gnome trembla sous la colère irrationnelle du géant. Les autres villageois frissonnèrent également au rugissement furieux du géant. Même Lisa semblait sur le point de s'évanouir, alors je la soutins d'un bras. J'examinai rapidement le cadavre de l'hydre que je détenais dans la réserve. Il ne servait à rien. Comme les têtes avaient été réduites en miettes, il ne restait plus de glandes à venin. Non, il était trop tôt pour abandonner. Le poison lui-même était la clé. Sire Gnome, auriez-vous de la pierre noire distordue? Pourquoi aurais-je un ingrédient aussi peu pratique? Je ne sais pas qui vous êtes, mais je suis occupé en ce moment. Comme je le pensais, Sire épéiste, j'en ai un. Un Spriggan s'avança et dit qu'il irait la chercher chez lui. Un passant me dit qu'il était prospecteur et cherchait du minerai et des pierres précieuses. Sire Gnome, je suis Satou, un colporteur qui s'installe actuellement chez Sir Lank. J'ai en ma possession de la pierre du dragon et de la pierre du sang du serpent. Si ce Spriggan a la gentillesse de rapporter de la pierre noire distordue, vous devriez pouvoir créer un antidote universel, n'est-ce pas? Je souris largement en parlant, mais le visage du gnome était toujours pâle. Je suis désolé, je n'ai pas les compétences nécessaires pour fabriquer un remède aussi sophistiqué. Mon maître en serait probablement capable, mais... C'était inattendu. Il ne m'était pas venu à l'esprit qu'il ne pourrait pas le fabriquer. Je n'avais donc pas le choix. Je ne supportais pas de faire attendre les enfants souffrants jusqu'à ce que quelqu'un puisse obtenir une autre tête d'hydre. Laissez-moi le fabriquer, alors. Je n'ai peut-être pas l'apparence du rôle, mais j'ai étudié auprès de la sorcière de la forêt des illusions. Je suis certain de pouvoir réussir. Après cela, j'ai reçu un grand sac rempli de pierres noires distordues de la part de l'homme Spriggan, et je lui ai donné 3 potions de santé intermédiaires en compensation. Bien qu'il soit prospecteur, il ne semblait pas très avide. En empruntant le matériel de l'alchimie, j'ai pu fabriquer l'équivalent de 3 petits tonneaux d'antidote, universels. Si j'en ai fabriqué un seul, c'était pour tenir compte de la carrure imposante des géants de la forêt.
Lisa et moi avons chevauché Barbe Tressée jusqu'à l'arbre montagne. Même s'il marchait lentement, la taille de ses enjambées le rendait aussi rapide qu'une voiture. Comme Lisa avait le vertige, elle s'est accrochée à moi pendant tout le trajet. C'était adorable, je ne m'y attendais pas de sa part. En chemin vers l'arbre montagne, un fruit est tombé d'en haut, mais le géant Barbe Tressée l'a simplement attrapé adroitement dans sa main. De retour au quartier des géants de la forêt, Barbe Tressée a dit à Stonehammer et aux autres qu'il avait l'antidote, et nous sommes allés dans la chambre des enfants. Stonehammer et les autres géants de la forêt nous suivaient. Les tremblements du sol étaient tout autre chose. Les lutins qui travaillaient dans le quartier des géants de la forêt roulaient et culbutaient tout autour de nous. Médicaments. Pour les enfants. Qui est le garçon humain? Il a fabriqué le médicament. Médecine humaine? Je ne suis pas sûre. Il était naturel qu'une mère hésite à donner à son enfant un médicament préparé par un inconnu. Sieur Satou est un aide-médecin de l'elfe Dame Mia. Vous pouvez lui faire confiance. Bien que Stonehammer se soit porté garant pour moi, les mères semblaient encore sceptiques. Je vais goûter en premier. Je parlais dans la langue des géants, pris une dose du médicament avec une fiole et la buse d'un trait. Cela les convainquit enfin, et les mères géantes donnèrent le médicament à leurs enfants. Ceux-ci mesuraient plus de 5 mètres, c'était donc un spectacle remarquable. Après avoir bu le médicament, les enfants s'allongèrent mollement sur leur lit. Cela aurait dû les guérir, mais leur statut d'empoisonnement persista. Un silence abattu s'abattit sur les géants de la forêt qui veillaient sur les enfants. C'est étrange, je suis sûre d'avoir préparé le médicament correctement. N'est-ce pas? Comme en réponse à ma question, la respiration des enfants se stabilisa et leurs visages s'éclaircirent. Peut-être en raison de leur grande taille et de la puissance du poison, l'antidote mit un certain temps à agir. Enfin, leur statut sur l'écran de réalité augmentée passa de poison, hydra, chronique, à endormi. Après avoir été empoisonnés si longtemps, leur corps était probablement affaibli et épuisé. Peu de temps après, le gnome qui semblait être le médecin traitant confirma grâce à sa compétence analyse de personnes, que les enfants n'étaient plus empoisonnés. Je reçus des câlins et des baisers de remerciement de la part de chaque mère, ce qui ne fit que me rappeler à quel point elles étaient plus grandes que moi. Mon corps devint tout poisseux, et leur poitrine était bien plus grande que celle de mademoiselle Karina et menaçait de m'étouffer. La seule chose que je ressentis, c'est que j'aurais vraiment besoin d'une sieste. Plus grand que Titraki, ami des géants lorsque les géants de la forêt se calmèrent, leur chef, Stonehammer, me remercia. Nous vous sommes vraiment reconnaissants de votre aide. Si vous souhaitez quoi que ce soit, il vous suffit de le demander. Si c'est en notre pouvoir, nous vous l'accorderons avec plaisir. L'espace d'un instant, le visage de mademoiselle Karina me revint en mémoire, mais je ne mentionnai pas sa demande. Il me semblait inexcusable de demander aux géants de la forêt d'aller dans une cité humaine chasser un démon de l'enfer alors qu'ils n'étaient que 10. En fin de compte, ce serait plus simple si je mettais mon masque d'argent et que je m'en occupais moi-même. Voyez-vous, un démon de l'enfer sévère dans la ville natale de mon ami. Très bien, pour votre bien, nous allons volontiers combattre ces démons. Barbe Tresse m'interrompit au milieu de ma phrase pour se porter volontaire. Son visage barbu était vraiment impressionnant. Non, CE serait beaucoup trop demandé, je crois. Je veux seulement vous demander si vous pourriez me prêter une arme ou un outil qui pourrait affabiter un démon de l'enfer, si vous en avez un tel objet. Dans ce cas, nous avons bien quelque chose qui sera utile. Il s'agit de la cloche à scellement des démons, fabriquée il y a longtemps dans le royaume de la fume. On dit qu'un seul coup révèle l'identité du démon et réduit temporairement sa puissance. Ça me semblait une bonne affaire. C'était peut-être l'objet parfait pour mademoiselle Karina. J'avais l'impression d'avoir déjà entendu parler du « royaume de la fume », alors j'ai vérifié dans l'entrepôt et j'ai trouvé la monnaie de cette région dans mon butin de la vallée des dragons. Ce n'était pas l'Empire ORC dont le chef des anciens avait parlé. Un groupe de gnomes s'est avancé avec 2 chariots remplis de clochettes et d'armes magiques. Parmi les armes, on trouvait des épées, des lances, des haches et des arcs. Mon écran de RAM a confirmé qu'elles étaient toutes de bonne facture. Outre la clochette, il y avait une grande épée, une hache de guerre et un arc long, bien plus performants que mes armes, à l'exception de mes épées sacrées. Choisissez l'arme que vous voulez. Nous ne pouvons pas vous les donner toutes, mais n'importe quelle doit vous servir. L'épée n'était pas aussi puissante que mes épées sacrées, et je n'étais pas vraiment fan des haches de guerre. Mais une attaque physique à longue distance était infaillible, alors j'ai opté pour l'arc. Alors, si vous le permettez, cet arbre long écarlate. C'est donc votre choix, murmura Stonehammer d'une voix empreinte d'émotion. L'épéiste magique qui nous a offert cet arc magique était un SPRIGGAN qu'il a acquis comme preuve qu'il avait vaincu un monstre puissant appelé un maître d'échelle. Tandis qu'il racontait l'histoire de l'arc magique, le géant le sortit du chariot et tira habilement sa corde du bout de l'ongle. Alors, était-ce un mini-boss dans un labyrinthe? Pas étonnant qu'il paraisse si puissant, alors.
Cet arc peut percer la roche à grande distance, et même blesser les écailles d'un dragon. Stonehammer lâcha la corde, et la vibration créa un son mystérieux. Et ainsi, il choisit son propre maître. Me fixant d'un regard plein d'attente, Stonehammer me tendit l'arc. Petit enfant, Satu. Montrenous, tu tires sa corde. J'acceptai l'arc magique richement décoré. Il était fait d'un métal rouge enchanté appelé scarletite, avec une corde d'oricalque d'un éclat doré. Lorsque je tentais de tirer légèrement dessus, la résistance me surprit. Cette fois, je pris la bonne posture et le tirai avec sincérité. J'avais peur que la corde ne casse, mais ce n'était pas une inquiétude justifiée. Lorsque j'ai tendu la corde jusqu'au bout et l'ai lâchée vers le ciel, un bourdonnement s'est élevé parmi les géants et leurs serviteurs. Plus grand que Titraki, archer puissant, Titraki, archer magique, Titraki, maître de l'arc magique, ADMIRABILEMENT fait. Cet arc magique vous appartient désormais. J'en prendrai bien soin. Stonehammer hocha la tête avec satisfaction et désigna l'arc du doigt. Il semble que l'arc vous a accepté comme son nouveau maître. Je n'ai pas vraiment cru à la déclaration théâtrale du géant, mais pour une raison inconnue, j'ai remarqué une légère lueur provenant des motifs sur l'arme. Tu as l'air très doué, Satu. J'imagine que tu as utilisé une force qui améliore ta force, mais néanmoins, c'est la première fois en 700 ans que quelqu'un, sauf un géant, est capable de tirer cette corde. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un d'autre que nous serait capable de le faire. Les autres géants m'ont également félicité, avec un large sourire. À ce moment-là, les petits géants arrivèrent avec des tonneaux de vin pour célébrer le rétablissement des enfants, et la conversation dévia sur l'organisation d'un banquet. Nous allons faire un grand festin ce soir. Invitons tous les villageois à une grande célébration. Oui, les géants semblaient inhabituellement excités, probablement à cause du rétablissement des enfants. Bien que le banquet ait été décidé à la hâte, les participants et les mets du village ne manquaient pas. Mademoiselle Karina n'y participait pas, mais Whitefinger avait amené mes enfants. Nous étions assis en invités d'honneur à la table d'honneur, à côté des géants. Curieusement, vu l'énorme viande, les fruits et les autres mets qui nous entouraient, nous avions l'impression d'avoir rétréci. Tama et Pochi arboraient un large sourire en s'attaquant de manière impressionnante à un morceau de viande plus gros qu'eux. Visiblement envieux, les autres enfants commencèrent à en croquer, et bientôt ils sourirent à leur tour. Bien sûr, je me suis joint à la fête, riant tandis que nous dévorions de grosses bouchées de l'énorme morceau. C'était bon de se lâcher de temps en temps. Il y a eu aussi quelques petits accidents. Un jour, Arisa et Mia ont grimpé sur un fruit géant, en ont récupéré des morceaux et ont plongé au centre. Elles ont failli se noyer dans le jus. Quand, entre deux plaisanteries avec les géants de la forêt, j'ai mentionné que j'aimerais un morceau du fruit de l'arbre de montagne en souvenir, ils ont accepté avec plaisir. Ils étaient assez ivres, alors ils m'ont annoncé avec entrain que je pouvais prendre la moitié des fruits de la cime de l'arbre où vivaient les moineaux sur eau. Je pense qu'ils plaisantaient surtout, mais ils étaient peut-être sérieux aussi. Avec un petit tonneau d'alcool de haute qualité de Sedum City sous le bras, je me suis mêlé à toutes sortes de gens. J'ai appris la langue des oiseaux et celle des panthères, et ils m'ont tout raconté sur leur habitat, sur le continent oriental. Un petit chasseur Self Folk nous a même offert une embarcation de secours, afin que nous puissions profiter d'une traversée du lac et de la descente de la rivière au retour. En échange, nous avons accepté de nous occuper d'un monstre de 20 mètres de long, un serpent de lac, qui vivait à l'extérieur de la barrière. Ma carte m'indiquait qu'il n'était qu'au niveau 20, ce qui signifiait que le vaincre ne révélerait pas mon pouvoir. J'ai accepté sa demande sans hésiter. Il leur faudrait environ 3 jours pour équiper l'embarcation. Il a donc été décidé que nous continuerions à visiter le village en attendant. Une fois le banquet terminé, j'ai demandé à la dryade de me transporter au sommet de l'arbre montagne, où j'ai récolté environ la moitié des fruits, principalement ceux qui risquaient de se casser et de tomber. Après avoir fait environ les 2/3 du tour de l'arbre géant, je me suis souvenu de l'expédition minière du kobold. Tu es là, dryade ? J'ai frappé au tronc de l'arbre montagne, et la petite fille nue et verte est apparue au sommet. Quoi de neuf ? Désolé, mais pouvez-vous me transporter jusqu'à cette montagne toute proche ? Bien sûr, à condition que je puisse me libérer quelques secondes, bien sûr. J'ai pointé du doigt la montagne où se trouvait la veine de Mithril, et la dryade a accepté joyeusement. Bien sûr, elle a dû à nouveau aspirer ma réserve de magie avec ses lèvres, mais j'étais suffisamment ivre pour ne pas y prêter vraiment attention. Creuser un tunnel minier uniquement par magie, comme je l'avais prévu, s'est avéré étonnamment difficile. En travaillant, je suis tombé sur des pierres et un substrat rocheux qui m'ont empêché d'utiliser le sort piège pour créer des trous. J'ai rangé les pierres dans le stockage et me suis frayé un chemin à travers le substrat rocheux à l'aide de flèches magiques et d'épées sacrées. Plus grand que compétences acquises, exploitation minière, plus grand que titre acquis. Prospecteur, titre acquis, mineur, titre acquis,
Ingénieur des mines, grâce à mes nouvelles compétences, j'ai pu élaborer des méthodes optimales en utilisant les outils et la magie dont je disposais. Pour éviter les effondrements, j'ai creusé le tunnel en spirale, en évitant soigneusement de creuser accidentellement dans la paroi. J'ai utilisé un marteau de guerre pour créer des points d'appui sur les côtés. Ensuite, il ne me restait plus qu'à répéter le processus. En chemin, j'ai trouvé du mithril, de l'argent et même du minerai de cobalt. Ce minerai était toxique, donc dangereux pour quiconque n'était pas résistant au poison comme moi. Au bout d'une heure environ, j'ai atteint la caverne aux cristaux bleus. Et quand j'ai émergé dans ce creux, alors, ce sont des cristaux bleus? Ils sont magnifiques. J'ai vu un spectacle si fantastique que je n'ai pas pu m'empêcher de murmurer. J'avais déjà vu des cavernes cristallines dans des émissions télévisées, mais au lieu de refléter la lumière environnante, ces minéraux bleus brillaient de l'intérieur. Non, attendez, ce n'étaient pas les cristaux qui brillaient. J'ai pris un amas de cristaux bleus et j'ai récupéré les pierres de lumière blanche brillantes en dessous. Si je les écrasais, je pourrais créer de la poudre lumineuse, un matériau de type LED utilisé dans la création d'outils magiques de type éclairage. La présence de pierres lumineuses si profondément sous terre était un mystère. D'après mes documents, on ne les trouvait que dans les profondeurs des montagnes, bénéficiant d'une forte source de lumière. Bon, je laisserai ce genre d'enquête aux érudits. J'avais trouvé mon objectif et, tant qu'à y être, j'avais gagné un prix supplémentaire, alors j'ai quitté la caverne et recouvert l'entrée d'une pierre clairement identifiée. Je venais de réaliser qu'exposer les cristaux bleus à l'air libre pouvait en dégrader la qualité. De retour à la surface, j'ai décidé de construire une petite cabane en rondin à l'entrée du tunnel. Grâce à ma statistique de force élevée, à ma compétence exploitation forestière, et à l'épée sacrée Excalibur, incroyablement tranchante, rassembler le bois ne m'a pris que 5 minutes environ. Bien sûr, c'était grâce à l'excellente capacité de stockage. Ensuite, grâce à ma compétence travail du bois, et à ma nouvelle compétence construction, j'ai terminé la cabane en un rien de temps. Franchement, il devrait y avoir une limite à la triche. Je l'ai meublé d'un bureau acheté à Sedum City et j'y ai laissé un papier portant la même marque que celle que j'avais tracée à l'entrée de la grotte. Je l'ai lesté d'un cristal bleu et d'un morceau de minerai de mithril. Personne ne semblait habiter autour de cette montagne, alors pour faciliter la recherche des kobolds, j'ai abattu quelques arbres et y ai mis le feu. J'ai pris soin, bien sûr, de ne pas déclencher d'incendie de forêt. Bonjour, vous avez l'air anormalement fatigué, maître. Bonjour, Lulu, j'ai travaillé presque toute la nuit, c'est tout. C'était notre 20e matinée à la baronnie Munot. De retour à la salle de banquet de l'Arbre Montagne, l'air innocent, je suis accueilli par le sourire joyeux de Lulu. Elle avait dû s'amuser au banquet de la veille, ce sourire a suffi à surmonter ma fatigue de la nuit blanche. Nous étions sur le lieu du festin de la veille avec les villageois. L'objectif était de manger les restes au petit déjeuner. Tu as dû travailler dur, maître. Veux-tu un peu de jus de pêche jaune? Merci, Lulu. Je sirotais la boisson que Lulu me tendit, préparée avec un fruit de l'arbre de montagne. C'était délicieux et rafraîchissant. Juste à ce moment-là, les plus jeunes revinrent avec leurs assiettes pleines. Tu t'es fait la main. Ne me dis pas que tu as passé la nuit à batifoler avec des géantes. C'est obscène. Je leur dis la même chose qu'à Lulu, mais ils réussirent à mal comprendre. Je n'ai rien fait de louche. C'était juste du travail manuel. Je repoussais leurs accusations sans fondement. Voilà ce que je mérite pour m'être donné à fond pour protéger la ville des fruits qui tombent et sauver la race kobold d'une possible extinction. Est-ce ça tout? Je me tournai vers la voix qui m'avait appelé et vis mademoiselle Karina. Son teint était bien plus éclatant qu'hier. C'est sans doute Doigt Blanc qui l'avait amenée ici. Elle se tenait les mains jointes devant elle, parlant doucement. Une bonne nuit de sommeil avait dû la calmer. Après notre conversation, j'ai consulté Monsieur Raka un moment, mais nous ignorons toujours ce qu'ils attendent de nous. C'est pourquoi, puis elle a croisé mon regard droit et ferme pour la première fois. Je pense que je vais parler à Sir Stonehammer moi-même. Si les géants de la forêt souhaitent quelque chose du monde extérieur, je peux peut-être leur demander de m'aider à me débarrasser du démon de l'enfer en retour. Il doit bien y avoir quelque chose qu'ils désirent. L'attitude de mademoiselle Karina était déterminée. C'est bien ce que vous dites, dame Karina. Tant que vous n'abandonnez pas, une voie s'ouvrira à vous. Raka l'encouragea chaleureusement dans sa décision. Bon, je suppose qu'elle n'avait pas entendu parler des enfants empoisonnés, puisqu'elle n'était pas là hier. Les autres enfants, qui étaient déjà au courant, s'agitèrent, mal à l'aise. J'ai croisé le regard d'Arisa pour lui demander silencieusement, « Vous ne lui avez pas encore parlé ?» Et, comme je m'y attendais, elle secoua la tête. « J'aimerais donc que vous m'aidiez aussi à recueillir des informations, si vous le permettez. » Ah, elle recommence à m'appeler, « vous ». Qu'est-ce qui se passait avec ce traitement par prénom tout à l'heure? En tant que colporteur, vous êtes sans aucun doute doué pour entrer dans les cercles sociaux, monsieur Satou.
Je détestais décourager mademoiselle Karina lorsqu'elle essayait d'être proactive, mais je devais le lui dire, surtout si je voulais manger un bon petit déjeuner prochainement. À ce propos, justement, hier, à cet instant, les enfants géants de la forêt s'approchèrent de moi en titubant. Satou l'humain, merci. Ayant récupéré en une seule nuit, les enfants me comblèrent de remerciements, me soulevant doucement et se frottant contre moi avec leurs joues. N'importe qui d'autre aurait probablement eu des côtes cassées après ce traitement, mais pour moi, ce n'était qu'un léger inconfort, alors je les laissais faire. Cela continua jusqu'à ce que les mères géantes de la forêt se précipitent et ordonnent à leurs enfants de me libérer. Eh bien, on dirait que tu es déjà devenue très amicale. Mademoiselle Karina haussa les sourcils devant cette démonstration d'affection. À ce moment-là, je lui expliquai les événements de la veille. Une fois terminé, Mademoiselle Karina pressa ses mains contre ses joues et poussa un cri perçant comme ce tableau de Munch. Maintenant que j'avais tout révélé, ma conscience était soulagée et nous avons tous savouré notre petit déjeuner. Nous prêtâmes peu d'attention au mélange déroutant de joie et de plainte de Mademoiselle Karina. Puis, après le petit déjeuner, elle engagea une autre conversation. Dis donc, toi, comment fais-tu si facilement? J'ai eu de la chance. J'avais le médicament dont ils avaient besoin, et ils m'ont demandé ce que je voulais en échange, alors j'ai demandé un objet qui pourrait t'aider à atteindre ton objectif. Je tendis la cloche de scellement des démons à Mademoiselle Karina tout en lui expliquant. Les larmes aux yeux, elle me serra les mains, clochette magique comprise. Que peut bien faire la baronnie Munot pour vous remercier? Être anoblie? Ou peut-être, le visage de Mademoiselle Karina s'approchait. Arisa utilise barrière impénétrable. Barrière. À cet instant, Arisa et Mia se sont interposés entre nous, nous séparant. Maître, vous ne devez pas vous approcher si près. Maître, quelle est notre prochaine mission? Je vous demande. Lulu et Nana me tirèrent par le bras. Nana était impassible comme d'habitude, mais Lulu gonflait les joues dans un rare accès de jalousie adorable. J'en avais assez pour sortir mon téléphone de la mémoire et prendre une photo, mais je me suis évidemment retenue. Les autres étaient étrangement silencieuses, alors je me suis retournée et j'ai vu Lisa en attente, Pochi et Tama sous chaque bras. Il me fallait maintenant répondre à Mademoiselle Karina, mais je ne savais pas comment. La chevalerie et l'aristocratie me semblaient compliquées, alors peut-être que demander la permission d'acheter des parchemins magiques, comme je l'avais fait dans le comté de Kuanu, serait la meilleure solution. Si j'avais encore le même âge que dans mon monde, j'aurais peut-être choisi la voie la plus stable, épouser une beauté à la poitrine magique comme Mademoiselle Karina et devenir noble. Mais, ayant retrouvé ma jeunesse, je préférerais explorer et découvrir les merveilles de ce monde parallèle. Pour ma récompense, je pense que je vais devoir m'adresser directement au baron. Directement, répéta Mademoiselle Karina, puis elle s'éclaircit la gorge et poursuivit d'une voix aussi douce qu'un moustique. Très bien, je vais me préparer, alors. Elle semblait avoir mal compris, mais je pourrais probablement résoudre ce problème une fois que j'aurai rencontré le baron. En regardant tout le monde, je décidai qu'il était temps de nous concentrer à nouveau sur notre objectif principal. Maintenant, on part visiter le village? Mademoiselle Karina voulait rapporter la cloche et vaincre le démon sur le champ, mais je lui expliquai que nous prendrions un bateau. Il serait plus rapide d'attendre le bateau et de descendre la rivière, ce qui justifierait notre excursion touristique actuelle. Si nous partions maintenant, tous nos efforts pour arriver ici seraient vains. Nous sommes partis triomphalement, oubliant totalement qu'il n'y aurait personne au village. C'est pourquoi, à contre-cœur, nous avons changé de destination et avons conduit les chevaux près d'un troupeau de licornes. Nous avons même aperçu des Gjallarhorn de loin. Selon la légende, les licornes ne laissaient approcher que les vierges, mais pour une raison inconnue, elles ne semblaient pas s'offusquer que je les touche. Cependant, elles étaient tout aussi lunatiques que le prétendaient les légendes, si bien que Mia et moi fûmes les seuls à pouvoir en monter une. Les Gjallarhorn étaient des créatures d'un blanc immaculé, ressemblant à des chèvres de montagne, dont les cornes ressemblaient fortement à l'épée sacrée qui en était issue. Elles étaient bien plus vigilantes que les licornes et fuyaient même lorsque nous étions si loin que seuls Tama et Pochi, à l'œil perçant, pouvaient les apercevoir. Ils possédaient les compétences inhérentes à leur race, la téléportation à courte portée, et le vol, il était donc peu probable que nous puissions les approcher. Après cela, nous avons consacré les 2 jours suivants, jusqu'à ce que le bateau soit prêt, à visiter le village. Nous nous sommes arrêtés dans un atelier de transformation de peaux de fruits et nous sommes essayés à la fabrication textile. Là, nous avons acquis du fil élastique fabriqué à partir de la peau du fruit rebondissant caoutchouteux, qu'Arisa et moi avons utilisé pour fabriquer des chaussettes et des sous-vêtements plus proches des styles modernes auxquels nous étions habitués. J'ai également essayé des armures fabriquées à partir de l'écorce du fruit de la carapace de fer et du cuir d'hydre. Ces 2 types d'armures légères offraient une excellente résistance aux chocs et aux lames. J'en ai donc fabriqué pour tout le monde, pas seulement pour l'avant-garde.
Pour l'arrière-garde, j'ai conçu une combinaison intérieure d'urgence, qui devrait offrir une protection largement suffisante avec leur armure de cuir. Quant à l'avant-garde, son armure offrait désormais une meilleure protection qu'une cotte de mailles complète. Durant nos 2 jours de tourisme, la situation autour de Muno City a commencé à évoluer légèrement. Lors de notre 22e jour dans la baronnie de Muno, alors que je faisais mon habituel point de contrôle matinal, j'ai remarqué qu'une armée de 1500 hommes s'était déployée depuis la ville de Muno. Cela peut paraître peu, mais compte tenu de la faible population du territoire, le nombre était étrangement élevé. L'un des chevaliers possédés menait le groupe. Le double responsable pouvait utiliser la magie psychique, ce qui pourrait expliquer pourquoi tous les soldats étaient sous le statut frénétique. À en juger par la direction de leur marche, leur objectif était probablement de maîtriser une importante bande de près de 700 bandits qui avaient établi une base dans la vaste forêt. Cependant, comme les soldats avaient tous des primes plus élevées que les bandits qu'ils poursuivaient, il était difficile de déterminer qui étaient les véritables criminels. Le lendemain matin était notre 23e jour dans la baronnie de Muno. Après notre entraînement quotidien aux incantations, j'ai de nouveau observé ce que manigançait le démon et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait un sosie du démon de l'enfer dans la colonie de gobelins à l'intérieur de la grande forêt, mais ce qui était vraiment étrange était le nombre de gobelins. 10 jours auparavant, il y en avait environ 750, mais maintenant, il y en avait plus de 20 fois plus. Cela semblait impossible, mais peut-être était-ce dû au fruit du gabbo? Une ville en produisait en masse. Et si je me souvenais bien, le fruit du gabbo avait été découvert lors d'enquêtes sur l'explosion de la population de gobelins. Si le démon avait œuvré en coulisses pour les reproduire, ce chiffre était peut-être logique. Ces gobelins commençaient à se diriger vers Muno City, se séparant en 3 grandes armées. Et l'armée qui protégeait normalement la ville était actuellement dans la forêt, luttant contre les bandits. Les jeunes bandits et les vieux devraient être suffisamment à l'écart pour être en sécurité, mais les villages proches de Muno City pourraient être sérieusement menacés. Et puisque le démon était probablement responsable de cette prolifération, nul ne pouvait prédire si Muno City serait en sécurité derrière ses murs. Il restait un peu moins d'une centaine de soldats dans la ville. La famille de mademoiselle Karina était également présente, il serait donc probablement préférable d'aller immédiatement alerter les citoyens du danger.